Je m'appelle Mike, et j'aime mes enfants plus que tout au monde. Pour eux, je ferai n'importe quoi sans hésiter un instant. Oui, je sais que c'est ce que chaque parent dit, et les paroles sont bon marché, mais je le crois au plus profond de moi. Peu d'hommes ont la chance de prouver cette affirmation. On m'en a donné une, et je l'ai prouvée sans l'ombre d'un doute. Je souhaite seulement ne jamais devoir en parler à mes enfants. Vous êtes confus? Permettez-moi de vous éclairer sur le sujet. Si vous m'aviez demandé la semaine dernière, je vous aurais dit que je menais une vie presque parfaite. Un bon travail, une belle maison, une épouse aimante et magnifique, et 3 enfants parfaits au possible. Le plus jeune d'entre eux était assis sur le siège arrière de ma voiture alors que nous faisions une promenade tranquille jusqu'à notre parc préféré. La douce, innocente petite Cindy de 9 mois. J'avais toujours un frisson quand Cindy parlait. Elle apprenait tout juste, tu sais? Bien sûr, j'avais déjà vécu cela 2 fois avec son frère et sa sœur, mais autant j'aime et apprécie mes enfants, si cela ne dépendait que de moi, Cindy serait notre dernier. Alors, la réalisation que ce pourrait être la dernière fois que je vivrais la magie de tous ces premiers pas paternels avait une touche aigre-douce supplémentaire. Maternelle, papa. C'est ça, ma chérie. C'est la maternelle. Waouh! Quoi? En effet, c'était une garderie que nous venions de dépasser en voiture. Mais comment diable Cindy le savait-elle? Elle était intelligente, mais elle ne savait certainement pas encore lire. Ce mystère m'a occupé pendant les 2 prochains pâtés de maison, provoquant un horrible sentiment de gel. Je suis un penseur rapide, et si mes amis ont raison, j'ai une capacité étrange à prendre un tas de faits et à voir très rapidement toutes les options possibles. À 2 pâtés de maison, la seule possibilité que je voyais était que Cindy avait été assez souvent dans cette garderie particulière pour la reconnaître. Le problème était que ma femme au foyer n'avait jamais parlé de mettre Cindy en garderie. En fait, nous avions convenu d'attendre qu'elle ait 2 ans. C'était quelque chose avec lequel je devais composer. Dès que c'était sûr, j'ai changé de direction et me suis garé sur le parking adjacent au centre. Tout parent vous dira combien de temps il faut pour sortir un tout petit de son siège auto, et inutile de dire que je n'étais pas une exception aujourd'hui. Ça n'a pas aidé que mon esprit soit en ébullition tout ce temps. En approchant de la porte, j'ai planifié comment j'allais m'y prendre. Salut, je m'appelle Mike. Est-ce que tu reconnais cette fille? Je pourrais devoir expliquer. En fin de compte, la décision n'a pas été en ma faveur lorsque la jeune femme derrière le bureau d'accueil a souri en voyant le rouleau dans mes mains. Salut, Cindy. Que fais-tu ici un mardi? Tu viens habituellement le mercredi, bien que je ne me souvienne pas t'avoir vu dans notre livre pour demain. Bonjour, je suis Martha, et tu dois être le père de Cindy. Sarah nous a beaucoup parlé de toi. Comment j'ai pu tenir une conversation normale avec tout ça dans ma tête me dépasse. Je crois lui avoir dit que Cindy avait vu l'endroit en passant et voulait dire bonjour à ses amis. Après quelques minutes de conversation polie, j'ai pris congé et suis retourné à la voiture. En ramenant Cindy chez elle, toute conversation supplémentaire était impossible. Sarah et moi étions mariés depuis 10 ans et étions un couple aussi solide que possible. La réalisation qu'elle me cachait au moins un secret depuis un certain temps a tenté de s'insinuer dans cette affirmation, mais je l'ai balayée. Ce secret devait avoir une raison légitime. Je ne savais juste pas encore laquelle. Aussi frustrant que cela puisse être, je ne pouvais pas simplement lui demander. Sarah était en croisière annuelle avec sa tante préférée et ne devait pas être joignable avant samedi au plus tôt. Enfin, comme je le disais, j'ai épousé Sarah il y a 12 ans après 2 ans de fréquentation. Parler de 2 âmes sœurs. C'était nous. Des âmes sœurs en tout point. Aucun de nous n'était excessivement ambitieux, mais nous savions tous les 2 ce que nous voulions de la vie. Voir le monde et avoir 2 enfants. Et donc, après 4 ans de voyage et d'amour, elle a arrêté de prendre la pilule et quelques mois plus tard, elle était enceinte. Quand nous nous sommes rencontrés, Sarah travaillait en tant que secrétaire pour le propriétaire d'une entreprise de composants électriques. Peu de temps après notre mariage, l'économie a connu une baisse et on lui a demandé de prendre un jour de congé non rémunéré chaque mercredi. Cela nous convenait à tous les 2. Nos vies ont pris un nouveau tournant lorsque James est né. Sarah est devenue joyeusement une mère au foyer et je suis devenu le seul soutien de famille.
Un designer travaillant pour une bande d'idiots qui ne reconnaîtraient pas une bonne idée même si elle leur était enfoncée dans la bouche. Non, non plus, Mike. Un jour, tu économiseras suffisamment d'argent pour te lancer à ton compte et alors tu décideras toi-même de ce que tu veux faire. Sarah a embrassé la maternité comme une belette repérant un bas de pantalon lâche. Bientôt, nous étions le groupe le plus heureux du quartier. Eh bien, en dehors du travail, bien sûr. Quand bébé James avait environ 3 mois, nous avons eu quelques problèmes de santé mineurs. Il semblait que Sarah avait du mal à produire du lait. Sur les conseils du médecin et à travers un processus de résolution de problèmes collaboratifs, nous avons résolu le problème en reconstituant son approvisionnement en lait avec du lait maternisé et en lui accordant une journée de repos forcé. J'ai organisé pour que la mère veuve de Sarah vienne chercher Jamie en milieu de matinée les mercredis pour donner un répit à Sarah. Sarah restait à la maison ou allait à des cours pour adultes. C'est alors qu'elle est revenue à son passe-temps d'enfance, la couture. Peu de temps après, elle est devenue encore plus occupée en coordonnant la conception et la construction de la maison que nous avions commandée. Sarah adorait ça. Elle savourait l'occasion de laisser libre cours à son côté créatif. Elle a repoussé le sevrage complet de bébé Jamie jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. 1 ou 2 accros ont retardé l'achèvement de la maison, mais nous avons pu emménager juste à temps pour l'arrivée de notre deuxième enfant, Jenny. Oui, Jenny est née lorsque James avait un peu plus de 2 ans et demi. La vie ne cessait de s'améliorer. Le seul moment où je ne consacrais pas tout mon temps libre aux enfants était lorsque je montrais à Sarah combien je l'aimais toujours. Jenny était un autre enfant facile. Nous nous attendions à moitié à des problèmes d'approvisionnement en lait et savions exactement quoi faire quand ils se produisaient. Cette fois, Sarah a sevré complètement notre petite fille quand elle avait environ 18 mois. Lorsque j'ai suggéré la chirurgie puisque nous avions prévu d'en avoir 2, Sarah m'a surpris en suggérant un 3e. J'ai résisté, je dois te le dire. Nous avions un plan et avoir un autre bébé le compromettrait. Finalement, Sarah m'a convaincu avec une logique simple. Si 2 enfants parfaits sont bien, comment pourrions-nous être heureux avec 3 ? Cindy est entrée dans notre monde parfait 2 ans et 6 mois après Jenny. Cependant, je ne veux pas peindre un tableau d'utopie absolue. J'ai dû travailler pour que mes vêtements finissent réellement dans le panier à linge, pas seulement à côté de Sarah, ne bouchant pas l'évier avec mes cheveux. Les cheveux longs sont agréables, bien sûr, mais je suis franchement étonné de voir combien de cheveux tombent à chaque fois que Sarah brosse les siens. Et nous avons eu une bataille constante avec les rasoirs. Elle utilise constamment le mien sur les siens et émousse la lame. Ce ne sont là que quelques-unes des petites habitudes agaçantes sur lesquelles nous avons travaillé pour maintenir l'harmonie. J'ai entendu un jour un dicton qui disait quelque chose comme ça. L'amour dans le mariage est détruit par de petites choses comme le manque d'un bouchon de dentifrice car la plupart des couples ont déjà traité des problèmes sérieux comme la religion et la politique avant de se lier. Je croyais en cette affirmation et Sarah aussi. Nous avons donc essayé de réduire au minimum les irritants mineurs. De temps en temps, Sarah et moi avions des disputes plus sérieuses. La première dispute non sérieuse a eu lieu quand James avait environ 16 mois pour la chose la plus stupide. Quand je suis rentré à la maison, j'ai découvert que Sarah avait utilisé de la mousse colorante pour teindre les cheveux de Jamie en rouge. Elle m'a donné l'explication idiote qu'elle voulait célébrer son héritage irlandais en déguisant Jamie en lutin pour la Saint-Patrick. Je n'ai pas objecté à l'idée, mais je ne voulais pas qu'elle modifie chimiquement la couleur des cheveux de notre fils. Après une dispute animée où je lui ai crié dessus pour la première fois, nous avons convenu qu'à l'avenir, tout ce genre de situation devrait être discuté et convenu à l'avance. Un autre incident s'est produit il y a environ 1 an, peu de temps après le décès soudain de sa mère. Sarah a suggéré que Cindy aille à la garderie le mercredi pour qu'elle puisse avoir une journée totalement libre des enfants. J'ai fortement opposé à l'idée, incapable d'imaginer Cindy entre les mains d'étrangers et bouleversée par la séparation. De plus, maintenant que les 2 plus grands allaient à l'école ou à la maternelle, Sarah n'avait plus qu'à s'occuper d'un seul d'entre eux pendant 6 heures par jour. Comme tous les bons couples, nous avons trouvé un compromis. J'envisagerais la maternelle lorsque Cindy aurait 2 ans et serait émotionnellement assez forte pour de telles activités. De plus, j'ai proposé de m'occuper de la marmaille un jour chaque week-end pour que Sarah puisse être libre.
J'étais soulagé qu'elle accepte presque jamais mon offre car après avoir travaillé toute la semaine et assumé toutes les responsabilités de la maison, je voulais avouer jouer avec les enfants, pas les organiser. De plus, son manque de demande prouvait, à mon avis, qu'elle pouvait vivre sans interruption. Une autre source d'irritation était les allusions de Sarah dès le premier jour de la naissance de Cindy comme quoi elle ne serait pas contre avoir un quatrième enfant. Étrange, étant donné que nous avions discuté de cela dès le début de notre mariage, décidant de viser 2 enfants avant de passer à 3. Pendant des mois, Sarah en parlait à chaque occasion. Elle était pire qu'un vendeur de voitures d'occasion. C'est drôle car elle n'a pas su donner de raison convaincante quand je lui ai demandé pourquoi elle avait eu un tel changement de cœur. Les conversations ont continué, mais cette fois, j'avais l'intention de rester sur ma position. Heureusement, ces dernières semaines, elle s'était calmée. Espérons que cela signifiait que j'avais évité un problème. J'étais l'un des 6 enfants et mon père est décédé juste après que je sois parti de la maison en tant que plus jeune. Le pauvre homme a travaillé toute sa vie et n'a jamais pu se détendre à la fin. Je ne voulais pas qu'il subisse le même sort. Et puis, alors que nous traversions une petite zone commerçante près de chez nous, j'ai vu quelque chose qui m'a fait grimacer. C'était la nouvelle enseigne électronique au-dessus de la station-service, informant effrontément quiconque ne le savait pas encore qu'aujourd'hui était mardi, le 1er mai, ainsi que l'heure et la température. Mardi, c'est aujourd'hui. Demain, c'est mercredi. Les mercredis, pendant les 5 premières années de notre mariage, Sarah travaillait tous les jours de la semaine sauf le mercredi. Quand James avait quelques mois, Sarah avait confié la garde de son fils à sa mère. Les mercredis, cela a continué jusqu'à ce que sa mère décède l'année dernière. Maintenant, j'ai appris qu'elle confiait le bébé Cindy à la crèche une fois par semaine, oui, vous l'avez deviné, le mercredi. Par conséquent, ma femme avait environ 6 heures libres chaque mercredi et cela a duré ainsi pendant une dizaine d'années. Il devait y avoir une raison simple et innocente pour qu'une femme que jusqu'à ce moment-là je pensais complètement dépourvue de ruse. Quelque chose, un instinct, me disait que ce n'était pas juste une journée de congé de la maternité. Je maudissais mon intuition car il y avait maintenant une énorme et croissante graine de doute qui germait dans ma tête et je la détestais. Je voulais tellement prendre le téléphone et lui demander quelle était la raison. Pour apaiser mon esprit, pour brûler la pousse grandissante en moi. Mais je ne pouvais pas. Sarah ne m'a pas contacté avant samedi. Laissez-moi vous expliquer. Même avant notre mariage, Sarah allait une fois par an rendre visite à sa tante vivant en Angleterre. Pas qu'elle se rende en Angleterre à chaque fois. Habituellement, et depuis au moins 8 ans, Sarah prenait l'avion pour la rejoindre en croisière. La Méditerranée, les Antilles, l'Alaska, elle avait visité tous ces endroits. Je me souviens lui avoir demandé une fois combien cela coûtait, mais elle m'a expliqué que sa tante était assez riche et payait tout. À l'époque, je me demandais si ces voyages annuels étaient faits pour être en bon terme avec ma tante et augmenter mes chances d'hériter. J'avais immédiatement écarté cette pensée. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Quand les enfants sont arrivés, elle a commencé à jongler avec les voyages. Elle congelait son lait maternel décané et me laissait des pots de lait en poudre frais. Le moment de son récent sevrage de Cindy était en partie dû à son voyage actuel. Je n'avais jamais rencontré cette tante, seulement parlé avec elle au téléphone quelques fois. Est-ce que je ressentais de la rancœur envers Sarah pour avoir quitté la famille? Pas du tout. Elle le méritait. J'ai pris une semaine de congé et les enfants et moi avons passé des moments inoubliables. Puisque je travaillais pour vivre, et non vivre pour travailler, j'ai passé la semaine à jouer le rôle de papa à la maison, à conduire les enfants à l'école et à cuisiner le dîner. J'ai adoré ça. Donc, renoncer à une de mes 4 semaines de congés annuels n'était pas extraordinaire pour moi. De plus, après qu'elle se soit remise du décalage horaire inévitable, cela en valait la peine, si tu vois ce que je veux dire. Selon Sarah, ils étaient censés être en train de naviguer au-dessus de l'Antarctique où les téléphones ne fonctionnent certainement pas. N'est-ce pas incroyable? Tu attrapes quelqu'un dans un mensonge et tout ce qu'il t'a jamais dit devient suspect. Comment savais-je qu'elle était sur un navire de croisière au large de l'Antarctique? Parce que lorsqu'elle est revenue, elle nous a montré des photos et nous a raconté des histoires.
C'était indéniable, n'est-ce pas? Il y avait un moyen simple de le vérifier. Je me souvenais que Sarah avait appelé sa tante sur le téléphone fixe il y a une semaine. J'ai fouillé dans sa mémoire et trouvé le numéro anglais. Sans réfléchir, j'ai composé le numéro. Il a sonné environ 6 fois avant que le décalage horaire ne me revienne en mémoire. Il était environ 1 heure du matin. J'allais raccrocher pour minimiser mon comportement très antisocial quand soudain le téléphone a sonné. Salut, vous avez atteint les Simpsons. Pete et moi sommes actuellement en croisière au large de l'Antarctique. Vous pourrez nous joindre sur mon téléphone portable à partir du 3 mai. C'était bien, n'est-ce pas? Elle était vraiment en croisière. Le problème était que ce personnage nouvellement suspect se demandait qui diable était Pete et pourquoi aucune mention de Sarah. Ensuite, bien sûr, il restait encore la question de ma tante revenant le 3 du mois et ma femme ne revenant que le 6. Je voulais arrêter cette sensation de rongement à l'intérieur de moi. Sarah et les enfants étaient ma vie, mais ce secret était comme une démangeaison que je devais absolument soulager. Je ne pouvais pas le laisser tranquille. Je cherchais désespérément des réponses. Des albums photos. Sur l'étagère du scrapbooking se trouvaient de petits livres individuels avec des photos annuelles de la croisière. J'ai choisi celui de l'année dernière et l'ai ouvert. Il y avait une plage à Cancun. Il y avait sa tante devant un énorme navire à la Barbade. La tante dînant à une table d'officiers entourée d'uniformes d'un blanc éclatant et de galons dorés. En feuilletant chaque page, je ne trouvais pas ce que je cherchais. À la recherche de preuves de la véracité de Sarah, j'ai pris un 2e album, puis un 3e, puis un 4e. Il n'y avait pas une seule photo de ma femme. Si j'étais une personne méfiante, cela m'aurait semblé très étrange. Devine quoi? Pourquoi n'avais-je jamais réalisé ce fait important avant? Parce que je n'avais jamais été méfiant auparavant. Désespéré de prouver que mes doutes grandissants étaient infondés, j'ai commencé à chercher un autre moyen de prouver que Sarah était innocente de toutes les accusations. Sa voiture. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, Sarah prenait toujours un vol de nuit pour rejoindre sa tante, où qu'elle soit. Cela signifiait prendre un taxi pour l'aéroport ou, comme cette fois-ci, prendre sa voiture et la laisser à l'aéroport dans un parking longue durée. Je me suis dirigé vers les classeurs et ai sorti les dossiers contenant les comptes d'épargne et de cartes de crédit personnelles de Sarah. Heureusement, les dates étaient indiquées sur chaque album photo, ce qui m'a permis de trouver rapidement les semaines dont j'avais besoin. Je savais par expérience personnelle qu'il fallait payer 85 $ pour 7 jours de stationnement dans un parking longue durée. 10 minutes plus tard, je n'ai trouvé aucun montant correspondant sur aucun des relevés. En remontant dans le temps, j'en suis arrivé au 4e dernier voyage avant de remarquer quelque chose d'autre d'étrange. Dans les 8 ou 9 jours de son absence, il n'y avait pas le moindre paiement dans aucun relevé. Je savais que tante payait pour tout, mais pas une seule tasse de café en route. La suspicion grandissait. Il fallait que je sache. À ce moment-là, Cindy était réveillée. J'ai appelé distraitement ma sœur et lui ai demandé si elle pouvait la garder pendant quelques heures. Comme d'habitude, elle a accepté avec joie. J'ai déposé la joyeuse petite fille, me promettant qu'elle ne saurait jamais qu'elle avait joué un rôle important dans le seul moment où j'ai douté de ma femme. Espérons qu'après aujourd'hui, je pourrai l'effacer de ma mémoire comme un épisode légèrement gênant dans un mariage long et heureux. Je me suis dirigé vers l'aéroport. Heureusement, nous vivons dans une petite ville régionale. Je me suis garé sur un parking à court terme situé entre 2 parkings à long terme. Autrefois des enclos à moutons, maintenant des voitures étaient garées en rangée sur des centaines de mètres. Choisissant une direction au hasard, j'ai commencé ma marche. Pour faire court, après 45 minutes, j'ai réalisé que la voiture de Sarah n'était pas là. Alors, où était-elle? En revenant, toutes sortes de plans fourmillaient dans ma tête. Étais-je assez suspicieux pour contacter un avocat et confirmer ce que je soupçonnais déjà? À savoir que je serais foutu en cas de divorce sur n'importe quel horizon. J'ai réalisé quelque chose depuis. Je dois être le seul citoyen de mon pays, au cas où vous vous poseriez la question, terre littéraire, qui n'a pas d'amis avocats. Dommage. Des faits. J'en ai besoin de plus. Et vite, avant que la graine du doute dans ma tête ne devienne si grande qu'elle fasse éclater mon crâne.
Rentrant chez moi 1 heure avant que les enfants ne doivent être récupérés à l'école, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai fouillé la maison de fond en comble. Dans quel but? Je ne le savais pas, mais quelque chose pouvait ne pas sembler correct. Sarah aimait la maison. Elle avait travaillé étroitement avec l'architecte sur sa conception, puis supervisé les constructeurs. Techniquement, la maison était sur 3 étages. Construite sur une pente raide, l'entrée de la maison se trouvait au niveau principal où se trouvait la cuisine, la chambre d'amis, la salle à manger, le salon principal et une salle de bain. En haut se trouvait la salle familiale, 4 chambres et 2 salles de bain. Avec cette disposition, il y avait beaucoup d'espace sous la maison pour le garde-manger de Sarah et sa salle de couture. Ces pièces étaient accessibles depuis le reste de la maison par un escalier raide et étroit. Puisque la salle de couture était la seule pièce de la maison qui appartenait exclusivement à Sarah, c'était l'endroit où commencer. Au moment où je devais partir pour l'école, je savais une chose. Il n'y avait rien de suspect dans sa salle de couture. Tout ce qui s'y trouvait était standard pour une salle de loisirs. J'ai même vérifié la table de couture pour des compartiments cachés, me sentant un peu bête. En quittant la salle de couture de Sarah, j'ai jeté un coup d'œil dans le débarras, accessible par un court couloir, mais j'ai réalisé que la recherche devrait attendre le lendemain. J'ai remarqué que la pièce en demi-sous-sol était sombre, même en début de soirée. J'étais distrait pendant que je rassemblais mes 3 trésors et préparais le dîner pour eux. Pas du tout comme d'habitude. Quand tout le monde était allé se coucher, j'ai ressuscité le vieux babyphone, l'ai installé dans la chambre de Cindy et, emportant mon appareil mobile avec moi, je suis retourné au niveau inférieur. Dans le garde-manger, j'ai fouillé et ouvert toutes les boîtes. Toujours rien d'inhabituel ou même de vaguement suspect. De retour en haut, j'ai vérifié les enfants et me suis installé dans mon fauteuil préféré, restant éveillé tard dans la nuit à ruminer. Le lendemain matin, en conduisant les 2 plus grands à l'école et Cindy à la crèche, j'étais toujours très mécontent. Oui, tu as bien entendu. Cindy semblait apprécier et nous sommes partis. L'autre femme derrière le comptoir était un peu surprise de nous voir, mais a vérifié et a dit que tout allait bien. Les questions subtiles du détective Mike ont confirmé que Cindy se retrouvait généralement vers 14h30 et fréquentait la crèche depuis 7 mois. Ma colère presque incontrôlable face à la tromperie de ma femme grandissait de plus en plus. Je me demandais quelle excuse elle trouverait si Cindy lui révélait un jour la crèche lorsque je lui demandais si elle était heureuse. J'étais assis dans la voiture, la tête sur le volant. Que pouvais-je faire d'autre pour donner un sens à l'évidence de la tromperie de Sarah? Il était hors de question d'attendre que Sarah revienne pour la confronter en face à face. Le manque de réponse me rendait fou et je ne pouvais pas attendre si longtemps. Après avoir fouillé la maison, je n'ai rien trouvé, mais peut-être que j'oubliais quelque chose. Il devait y avoir quelque chose qui expliquerait tout. Prendre une décision, je me suis précipité de nouveau dans la maison. En commençant par la chambre d'amis puis la chambre principale, j'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier, jusqu'à chercher des panneaux cachés au fond des placards ou des tiroirs. Rien. J'ai allumé l'ordinateur de la maison et ai parcouru tous les répertoires. Encore une fois, rien. Sarah n'avait pas accès à mon ordinateur de travail, donc cela ne servait à rien de le vérifier. À moins qu'il n'y ait rien dans la voiture de Sarah ou sur son téléphone qui puisse être trouvé. Alors quelle était la raison pour laquelle elle me cachait les informations sur la garderie? Et où diable était sa voiture? Où était ma femme et que diable faisait-elle les mercredis? Parler de quelque chose qui m'énervait. Il n'était encore que 1h15, donc j'avais le temps de commencer la seule chose à laquelle je pouvais penser. Une fois en bas dans la cave, j'ai recommencé. J'avais dû rater quelque chose. Cette fois, j'ai réellement déplacé la table de couture et cherché tout endroit non répertorié où cacher le compartiment. Rien. Puis j'ai décidé de tout enlever des étagères et regarder à l'intérieur, en dessous et derrière chaque objet. À mi-chemin, j'ai attrapé un de ces sacs de blé. Vous savez, ceux où l'on met des épingles et des aiguilles. Une des aiguilles s'est plantée dans mon doigt. Épuisé par la suspicion, inquiet et très en colère, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais été connu pour faire. J'ai perdu mon sang-froid. Attrapant un petit sac bosselé,
je l'ai lancé contre le mur opposé. Enfin, j'ai visé dans cette direction. Au dernier moment, il a glissé dans ma main et a volé droit vers l'ampoule nue. Il y a eu un claquement d'explosion et soudain, je me suis retrouvé dans le noir. Frustré par ma perte de contrôle, je me suis affaissé dans un fauteuil au bureau, éclairé seulement par la faible lumière de l'entrée. La combinaison des petites fenêtres à ce niveau et du fait que c'était une journée nuageuse rendait la pièce sombre. Tout comme mon humeur. Je suis resté assis dans le fauteuil de Sarah, en partie pour me calmer, en partie pour réfléchir à où chercher ensuite, et en partie pour me transporter mentalement dans l'esprit de Sarah à la recherche d'indices. À ce rythme, j'allais faire une crise cardiaque avant même qu'elle ne rentre à la maison dimanche. Je gigotais de droite à gauche sur ma chaise, passant en revue des idées et des possibilités dans mon cerveau fatigué. Dans mon état de préoccupation, j'ai lentement pris conscience d'un mince rayon de lumière. Je ne l'ai réellement remarqué que lorsque j'ai jeté un coup d'œil à ma main posée sur la table de couture. Il mettait en valeur ma bague de mariage. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé l'ironie. J'ai suivi la ligne de lumière sur le mur de la pièce, qui était fait de lambris en bois éraflé. Je me souvenais que Sarah avait dit l'avoir acheté bon marché lorsque nous avions construit la maison. Le bois fissuré, m'avait-elle assuré, présentait des défauts, notamment des trous de nœuds. La lumière passait à travers l'un de ces petits trous. Il était de la taille d'un bouchon de bouteille de lait et se trouvait juste au-dessus et à droite de la table de couture. J'ai approché mon œil, mais mis à part m'assurer qu'il y avait de l'espace, je n'ai rien vu. Par curiosité, j'ai éteint l'interrupteur près de la porte principale. Effectivement, la lumière provenant du trou dans le nœud a disparu également. Remontant à l'étage, je suis revenu avec un ballon de rechange et l'ai rapidement installé. La lumière a de nouveau inondé la pièce. Pendant les 10 prochaines minutes, j'ai appuyé, sondé, déplacé et tiré sur le mur à la recherche de la porte secrète. Encore une fois, tout ce que j'ai obtenu de mes efforts était un sentiment de frustration extrême. Je pensais déjà à chercher des outils pour complètement démolir le mur quand soudain un souvenir d'un de nos films préférés, à Sarah et moi, m'est revenu en mémoire. Dans le film, une fille se promenait dans une vieille maison en essayant de trouver l'entrée d'un passage secret. Après avoir glissé son doigt dans un petit trou, elle découvrit que la porte était ouverte. Mon regard se tourna vers l'ouverture. Mes pieds se dirigèrent d'eux-mêmes vers elle. Mon auriculaire s'insinua dans le trou et rencontra l'obstacle à 3 heures. Il ne bougea ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, ni dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais il y eut un clic distinct lorsqu'il tourna dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'un des panneaux verticaux en bois à l'autre bout de la pièce s'ouvrit d'environ 1 centimètre. Mon cœur s'emballa. Une seconde, il était calme, la suivante, il battait rapidement. Nous avons construit cette maison. Les seules personnes qui auraient pu connaître ce secret étaient l'architecte, les ouvriers et une autre personne, Sarah. Sarah, la seule qui avait la motivation de construire la pièce secrète. Qu'allais-je découvrir sur ma femme ingénieuse? Je savais instinctivement que ce qui se trouvait dans la pièce était très important. Le simple fait de m'empêcher d'entrer sur le chantier lorsque ce projet particulier était en cours de construction en témoignait. Au lieu de ressentir la satisfaction de réaliser enfin que je n'étais pas fou, que Sarah avait vraiment un secret qu'elle me cachait, j'ai avalé ma tristesse et ma frustration, les reléguant là où je pourrais les affronter plus tard. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement découvert qu'elle était plaquée contre une poutre murale. C'est pourquoi je n'avais pas ressenti de mouvement lors de mes premières investigations. L'espace derrière la porte était éclairé par une ampoule au-dessus du cadre. On dit que les gardiens de secrets se trahissent souvent par des choses simples. Aujourd'hui, ce dicton s'est avéré vrai. Brancher cette lumière et celle de la salle de couture sur le même interrupteur était une erreur. À moins que l'ampoule extérieure ne grille, ou dans ce cas, ne soit touchée par un tir-ami, la pièce secrète ne serait jamais découverte. Étrangement, je me demandais si c'était une négligence de Sarah ou si l'électricien n'avait pas suivi ses instructions. Je réalisais que j'étais trompé. Sachant au fond de mon cœur que ce qui se trouvait dans le compartiment allait changer à jamais ma vie heureuse, je ne voulais pas révéler les secrets de Sarah. Pendant un long moment de réflexion, j'ai été tenté de refermer la pièce et de partir.
Peut-être que l'ignorance était une bénédiction. J'ai réalisé plus tard que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu imaginer les changements qui m'attendaient dans le futur. La pièce avait une profondeur de 24 pouces. Derrière un panneau large de 3 pieds, je pouvais voir des vêtements suspendus à une barre en acier, comme le placard de Sarah à l'étage. Contrairement à ce dernier, cependant, celui-ci était nettement plus élégant et révélateur que ce à quoi j'avais l'habitude de la voir. À côté des tiroirs se trouvaient des étagères contenant une dizaine de paires de chaussures à talons hauts. Le mur droit de la pièce était en bois et clairement un mur de fin. Le mur gauche était en acier. En me tournant vers la gauche, j'ai remarqué qu'il y avait un espace entre le mur et le mur en acier. Dans la pénombre, j'ai discerné que ce que j'avais d'abord pris pour un mur solide était en fait la porte gauche du double ensemble. Il y avait un loquet que j'ai actionné pour ouvrir la deuxième porte. L'autre moitié de la pièce secrète était entièrement occupée par un énorme coffre-fort ignifugé. Il était si grand qu'il ne pouvait avoir été installé qu'avant que la pièce ne soit terminée. Où étais-je quand tout cela se passait? Sarah, oh Sarah, que caches-tu? Sur le devant du coffre-fort se trouvait un trou de serrure et un gros bouton avec des rayons. Zut! Maintenant je vais devoir chercher cette maudite clé. Dans un geste de désespoir, j'ai attrapé la poignée et me suis appuyé dessus, manquant presque de perdre l'équilibre à cause de la torsion inattendue. Apparemment, Sarah était tellement sûre que je ne trouverais jamais le compartiment secret qu'elle ne s'était pas donné la peine de verrouiller le coffre-fort. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet. Était-elle si sûre parce qu'elle pensait que j'étais un idiot, ou parce qu'elle était si intelligente elle-même? Si ce n'était pas pour la sécurité, quel était le but de ce grand coffre-fort? Pour empêcher les souris d'y entrer? Ou pour protéger le contenu du feu au cas où la maison brûlerait? Alors les contenus étaient vraiment très précieux. En prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la lourde porte et ai pénétré dans un tout autre univers. Les 2/3 supérieurs de l'espace étaient occupés par des étagères en acier. Le tiers inférieur était composé de tiroirs en acier. Étrangement, la première chose qui a attiré mon regard était une brochure brillante d'une compagnie de croisière. La couverture représentait un navire de croisière naviguant au large d'un impressionnant glacier de glace. L'Antarctique. Il y en avait d'autres sous cette brochure. L'Alaska, les Caraïbes et, comme vous l'avez deviné, tous les autres endroits qu'elle aurait soi-disant visités avec sa tante. Même à ce stade précoce de l'enquête, je soupçonnais que c'était ces documents de recherche. La source de ces futurs récits de croisières fictives fantastiques. Une étagère contenait des journaux intimes, soigneusement étiquetés par année et des documents, certains en vrac, d'autres dans des enveloppes. L'étagère suivante contenait des documents et plusieurs DVD. Tous non commerciaux et tous dans des pochettes plastiques individuelles. Chaque disque portait des initiales et une date. Celui du dessus était étiqueté AK, le 4 août 2016. C'était il y a environ 20 mois. Sur l'étagère du bas se trouvait un plateau en bois ouvert. Lorsque je l'ai tiré, le contenu scintillait à la lumière et étincelait. Des bijoux semblaient y être jetés de manière désordonnée. Beaucoup de bijoux. Les bijoux ne m'ont jamais intéressé, mais je reconnais l'or 18 carats quand je le vois. Ils étaient clairement des pièces coûteuses, mais étrangement, ils semblaient avoir été jetés négligemment, presque abandonnés. Le propriétaire, quel qu'il soit, traitait ces objets précieux sans aucun respect. Parmi les brillants bijoux se trouvaient 2 boîtes à bagues en satin. Elles semblaient au moins avoir été placées avec soin. Le contenu de la première, la plus grande boîte, m'a même laissé bouche bée. C'était un diamant unique et un très gros diamant en plus. Je l'ai tenu devant mes yeux, et de la façon dont il scintillait au moindre rayon de lumière, j'ai su que c'était un véritable diamant. La deuxième boîte m'a brisé le cœur. 2 bagues semblaient petites et insignifiantes parmi le reste du trésor. L'une avait un diamant central entouré de 2 plus petits diamants, et l'autre était une simple alliance en or. Que semblaient minuscules ces diamants comparés aux énormes dans l'autre boîte. Que ces bagues étaient familières. Bien sûr, elles étaient familières. Je les avais achetées. L'une m'avait été donnée quand j'étais à genoux. L'autre, quand j'étais debout devant le prêtre. Je tombais à genoux dans une parodie malade de ma demande en mariage,
mes mains tremblant comme celles d'un malade de Parkinson. Où que se trouve ma femme, qui n'était pas loin de la maison, elle était là en tant que femme célibataire. Les barrières qui avaient empêché mes pensées d'extrême s'effondrèrent sous cette dernière preuve. J'avoue un peu honteusement que je me suis relevé seulement pour chanceler en arrière et m'effondrer dans un fauteuil, restant dans un état émotionnel pendant un certain temps. Je fus interrompu seulement par le réveil de mon téléphone, me rappelant qu'il était temps de partir pour l'école. Je me ressaisis, partageant mon choc et ma peine, et partis. Cette fois, je suis allé chercher James et Jenny d'abord, puis je me suis rendu chez ma sœur Carrie. Nous étions invités à dîner. En chemin, je réfléchissais à ce que j'avais découvert et à ce que cela signifiait. Après le dîner, pendant que mes enfants jouaient avec leurs cousins, j'ai tout raconté à ma sœur et à mon beau-frère. Ils ne pouvaient pas croire que Sarah n'était pas seulement une épouse aimante et une mère attentionnée, mais qu'elle voulait se précipiter chez moi immédiatement pour voir ce qu'il y avait dans les enveloppes, les papiers et les journaux. Nous savions tous que si nous étions destinés à découvrir la vérité avant le retour de Sarah, ce ne serait que par ces documents. Ma sœur voulait rentrer avec moi sur le champ, mais je l'ai conduite en lui disant que je devais d'abord régler tout cela. Dès que ce fut convenable, j'ai ramené les enfants à la maison et les ai mis au lit. Après que Cindy eut déposé les enfants, j'ai pris le babyphone et suis retourné dans la maison, excité et pourtant quelque peu réticent à commencer la lecture en même temps. Avant d'aborder le premier journal, j'ai décidé de les lire d'abord. J'ai repoussé le plateau en bois sur l'étagère. Cela a attiré mon attention vers le seul endroit que je n'avais toujours pas exploré, le tiroir en acier tout en bas. Dans un angle inconfortable, je ne pouvais pas le déplacer. Je me suis baissé au sol et j'ai regardé de plus près. Il n'y avait aucun mécanisme de verrouillage. Le saisissant fermement, maintenant dans un angle plus confortable, j'ai tiré plus fort. Il a glissé. Je me suis reculé sur mes talons, stupéfait. La raison pour laquelle il était si difficile à ouvrir était que son contenu était très lourd. Mais l'or reste de l'or, après tout. Il y avait 11 lingots d'or posés sur un épais tapis de feutre. Quelques-uns étaient de petits lingots de 100 grammes, mais la plupart étaient de grands lingots de 250 grammes. Je ne connaissais pas grand-chose aux lingots. Juste après le mariage, Sarah m'avait convaincu d'acheter un lingot de 100 grammes comme investissement. Il était toujours stocké dans un coffre-fort à la banque. Son patron était convaincu que l'or allait exploser. Il avait raison. Le lingot pour lequel nous avions payé environ 7 500 $ valait maintenant plus de 14 500 $. Il semblait que pas une semaine ne se passait sans que Sarah recherche le prix actuel de l'or sur Google et me dise combien valait notre petit lingot brillant. J'ai fait mes calculs mentalement et j'ai estimé que le tiroir contenait environ 133 000 $ de lingots. Pendant que j'essayais de comprendre cela, j'ai remarqué que la couche de feutre sous le lingot était bosselée. En soulevant un coin du tapis, j'ai vu une autre couche de lingots. En retirant hâtivement quelques-uns de l'avant, j'ai soulevé une autre couche de feutre et découvert une autre incroyable couche d'or. Est-ce vraiment ainsi qu'Howard Carter s'est senti en ouvrant le tombeau de Toutankhamon? Un autre déplacement précipité des lingots a révélé que la troisième couche était la dernière. Rapidement mais soigneusement, j'ai vidé le tiroir et empilé tous les lingots selon leur taille. Attrapant mon téléphone, j'ai ouvert l'application calculatrice. Je ne vais pas vous ennuyer avec les calculs, mais même en supposant que le prix actuel était d'environ 1 800 $ l'once, il y avait plus de 1,5 million de dollars d'or dans le coffre. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis demandé, d'où diable Sarah l'avait-elle eu? Une pensée horrible s'est insinuée dans mon âme. Remettant les briques dans la boîte, j'essayais désespérément de trouver une explication rationnelle à tout ce que j'avais découvert. Sauf une évidence. J'ai hésité un peu sur le document à lire en premier. Finalement, j'ai décidé que les journaux offraient la meilleure chance de comprendre rapidement ce qui se passait, alors j'ai pris celui étiqueté 2018 et je l'ai ouvert. Je me suis trompé. Ce n'était pas un journal. C'était un grand livre. Non seulement ça, c'était codé. Non, j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas un code. Juste du sténographique. La première page commençait par un bilan, reporté, probablement de la fin de l'année dernière. Bizarrement, ce n'était pas seulement en dollars.
C'était en onces et en dollars. Dans la colonne tout à droite était inscrit le montant en dollars. 1 657 900 $. J'ai compris que c'était la seule façon de tenir compte des fluctuations du prix de l'or. Sur la première page, la quantité d'or était inchangée, et la caisse avait augmenté de 1 500 $ le dernier mercredi de janvier. J'ai tourné les pages jusqu'à février. Des encaissements de 1 500 $ se sont produits chaque mercredi. Janvier étaient les vacances scolaires, et nous sommes partis en tournée pendant 3 semaines, ne revenant que quelques jours pour préparer le retour des enfants à l'école la première semaine de février. Oh non! En mars, il y a eu 3 dépôts de 1 500 $. En avril, il y a eu 3 dépôts pour ce que je commençais à considérer comme un montant standard, et un pour un énorme 20 000 $. Bizarrement, le lendemain, il y a eu un débit du même montant. J'ai rapidement parcouru le reste du livre, mais il était vide. À l'intérieur de la couverture arrière se trouvaient 3 feuilles à 4 imprimées. Un rapide coup d'œil m'a montré quelle liste des maisons ou quelque chose du genre à vendre. J'avais des choses bien plus importantes à lire, alors je les ai seulement regardées brièvement. Puis j'ai pris le magazine de l'année dernière. Cette fois, je l'ai parcouru rapidement, m'arrêtant lorsque j'ai enfin vu quelque chose dans la colonne des débits. Pour être précis, 2 débits le même mois. Le premier montant était de 78,53 $ et était étiqueté « Pétrole ». Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que cela signifiait de l'essence. Du carburant pour sa voiture? Si c'est bien ce que cela signifiait, c'était étrange. Le deuxième débit était libellé versus 125 $, ligne. Ce que cela voulait dire, je l'ignorais. Les factures étaient également collées dans ce journal. Il a fallu quelques minutes pour m'assurer qu'il s'agissait de reçus en lingots. Sur la même page que le reçu, le montant en espèces diminuait et les onces augmentaient. La plupart des mois, il y avait 3 reçus en espèces, certains mois il y en avait 4. Pendant les mois d'été, cela descendait parfois à 1 ou 2. Par curiosité, j'ai feuilleté le mois de mars de l'année dernière. 2 reçus de 1 500 $ et un de 20 000 $. À côté de ce dernier était écrit « Indes occidentales ». Vous l'avez deviné. C'était la destination d'une croisière de l'année dernière. Un rapide coup d'œil dans le grand livre de 2016 a révélé un crédit de 20 000 $ à côté du mot « Grèce », la destination prévue cette année-là. J'ai jeté un œil sur la pile de brochures. Sarah était revenue cette année-là avec des récits vivants et même un peu de vocabulaire grec. Si elle n'y avait effectivement jamais mis les pieds, le niveau de malhonnêteté était à la fois stupéfiant et déchirant. Qui était cette femme? La connaissais-je vraiment? Je me suis forcé à ne pas y penser. Je voulais être aussi clair que possible. J'ai mis de côté le journal de l'année dernière et, au lieu de tous les feuilletés, j'ai pris le plus ancien. Il était daté de 2003, l'année avant notre rencontre. Un rapide coup d'œil a montré qu'il y avait beaucoup plus d'entrées par mois, mais généralement pour des montants plus petits. Le tout premier était de 200 $, mais dans les 3 premières pages, ils étaient passés à 600 $. À côté de chaque crédit se trouvaient des initiales. Je pense qu'il y avait environ 4 ou 5 initiales différentes. En parcourant le reste du livre, j'ai trouvé 3 montants plus importants, tous de 10 000 $. Tout cela me perturbait, alors j'ai passé à autre chose pour me concentrer sur les enveloppes. La première était de taille standard pour les affaires. L'enveloppe pouvait être ordinaire, mais son contenu devenait de plus en plus étrange. Elle contenait les papiers d'immatriculation d'une voiture Ferrari. Le propriétaire de la voiture s'appelait Sarah, et elle avait été enregistrée il y a un peu moins de 2 ans. Sarah possédait une voiture qui valait probablement au moins 500 000 $. Mais où diable était-elle garée? Un souvenir lui traversa l'esprit, ramené involontairement au premier plan de sa mémoire. Je crois que c'était l'année dernière. J'étais en train de faire des courses pour le travail quand je me suis arrêté à un feu rouge à côté d'une Ferrari décapotable rouge étincelante. Je me suis retourné pour l'admirer. Derrière le volant se trouvait une femme aux cheveux blonds portant des lunettes de soleil et un foulard. Elle semblait avoir à peu près mon âge, mais je n'ai pas regardé de près. J'étais intéressé par la voiture. À côté d'elle, avec sa main sur sa jambe nue,
se trouvait un homme plus âgé qui me semblait vaguement familier. Les mots « Sugar Daddy » me sont venus à l'esprit. J'admirais l'avant long et élégant de la voiture quand j'ai remarqué du coin de l'œil que la conductrice me regardait. Je me suis retourné pour sourire, mais elle a rapidement détourné le regard. Peut-être que son Sugar Daddy était du genre possessif. Encore une fois du coin de l'œil, j'ai vu le feu passer au vert. Je m'attendais à ce que la Ferrari me dépasse en trombe, mais elle est restée derrière moi jusqu'à ce qu'elle tourne 2 rues plus loin. Peut-être que c'était Sarah qui la conduisait? Il n'y avait certainement pas de voiture valant plusieurs centaines de milliers de dollars dans notre allée. Je suis observateur et j'aurais presque certainement remarqué. Alors où la gardait-elle? Quelle vie déprimante ça doit être. Posséder l'une des meilleures voitures au monde et ne pas pouvoir la conduire à chaque fois qu'elle le souhaite. Peut-être seulement une fois par semaine, un mercredi. Mais comment éviter d'être reconnu par ses connaissances? Peut-être en portant une perruque blonde, un foulard et d'énormes lunettes de soleil? L'enveloppe suivante était grande et dodue. Elle contenait de l'argent. Beaucoup d'argent. Cela ne m'intéressait pas le moins du monde. Étrangement, sous l'enveloppe se trouvait une brochure publicitaire pour l'appartement. Je connaissais l'endroit. La première phase du complexe avait ouvert en grande pompe il y a quelques mois. Sarah et moi en avions parlé. Les appartements donnant sur la rivière ne se vendaient pas comme des petits pains en raison du prix. Pas grand-chose n'a changé depuis 3/4 million. Une des choses que j'adore. Adore. Peu importe. Je dois lui donner du crédit à ce stade. Contrairement aux avocats dont la devise est que tout homme est innocent jusqu'à preuve du contraire, je suis un fervent croyant de l'ancien adage. Tout homme ou toute femme est innocent jusqu'à preuve du contraire. Où en étais-je? J'aimais le fait que Sarah ne cherchait pas à gravir les échelons de sa carrière. Elle semblait tout à fait satisfaite du petit salaire à 6 chiffres que je ramenais à la maison. Éventuellement, nous aurions pu nous permettre l'un de ces appartements si elle travaillait. Cependant, cela aurait signifié renoncer à son rôle principal de mère à plein temps. Aucun de nous n'était prêt pour ça. Alors je pouvais comprendre que Sarah ait la brochure. Mais pourquoi était-elle cachée ici? En reculant vers le placard, loin de la meilleure lumière de la salle de couture, j'ai remarqué qu'un morceau de papier plié était tombé par terre. C'était un acte de propriété vierge pour une adresse dans un complexe d'appartements. Le nom de jeune fille de Sarah était écrit à l'encre dans la case appropriée. En bas, là où le timbre devait être apposé, il y avait un croquis grossier du timbre. Celui qui l'avait dessiné n'avait aucune capacité artistique. À côté, dans la même police que son nom était écrit, « Tu sais ce que tu dois faire pour obtenir le vrai ». Peut-être que Sarah le savait. Moi, en revanche, j'étais perplexe. L'enveloppe suivante, beaucoup plus fine, contenait une simple évaluation d'une page de ce que je suppose être une grosse bague en diamant. Elle avait été évaluée par une entreprise dans une grande ville voisine. J'ai pris la boîte contenant la grosse bague et j'ai regardé à l'intérieur à nouveau. Nom d'un chien, c'est donc ça à quoi ressemble 132 000 $ ou un diamant de 5 carats. J'avais deviné que c'était un vrai diamant quand je l'avais regardé pour la première fois, mais le fait qu'il puisse valoir autant m'a soufflé l'esprit. J'ai remis la bague et les papiers à leur place. Finalement, j'ai regardé à nouveau l'évaluation. Juillet 2014. Jenny n'avait que quelques mois à l'époque. Cette période avait-elle une quelconque signification? Aucune, autant que je puisse en juger. Déplaçant une pile de calendriers de bureau vers l'arrière d'une des étagères, j'ai trouvé 2 boîtes de pilules du lendemain. Les calendriers eux-mêmes étaient étiquetés « Cycle de Sarah ». Me dépêchant de regarder le reste des papiers, je n'ai pas longtemps réfléchi à leur signification. Le reste des papiers se composait d'enveloppes étiquetées par année qui, après un examen plus attentif, se sont avérés être des reçus. J'en ai regardé un. Victoria's Secret. À l'étage, nous avions un amas similaire de reçus. Sarah les avait tous gardés au cas où elle devrait retourner quelque chose. Tout ce qui restait, c'était les DVD. Inconsciemment, je savais qu'il mettrait fin à tout espoir d'innocence de Sarah qu'il me restait. Il y en avait 6. 3 étaient étiquetés avec des initiales différentes et datés peu de temps après nos fiançailles. Les 3 autres étaient étiquetés AK. L'un a été pris 3 mois avant notre mariage.
Le deuxième, 7 ans plus tard. Et le dernier, comme mentionné, il y a un peu moins de 2 ans. J'ai regardé les DVD puis l'horloge. Il était temps de prendre une décision. J'étais déjà épuisé après une nuit blanche et je soupçonnais que ce qui était sur les vidéos me priverait de bien d'autres. Dans l'année ou les 2 à venir, j'avais des responsabilités après tout. J'avais 3 enfants à m'occuper. Alors, après avoir envoyé un SMS à ma sœur pour lui demander si elle pouvait garder Cindy le lendemain, je suis allé me coucher. Si le seul crime de Sarah était de me priver de ce temps en famille, alors elle avait déjà commis un crime majeur. Les détails sur la façon dont j'ai conduit les 2 aînés à l'école et déposé Cindy sont sans importance. Il suffit de dire qu'à 5 minutes passées 9 heures du matin le jeudi, j'étais dans le salon en train de charger le premier DVD dans notre lecteur. En marchant vers la salle familiale avec le boîtier en main et mon cœur déjà battant, j'ai relu l'étiquette. SJ le 20 septembre 2005. J'ai demandé Sarah en mariage en septembre de cette année-là. Était-ce significatif? Je ne savais pas. Une réflexion plus poussée a été interrompue lorsque la voix de Sarah est sortie de la télévision. Je me suis retourné et me suis effondré sur le canapé, mes pires craintes réalisées. Je fixais l'écran, secouant la tête. C'était Sarah et pourtant ce n'était pas elle. Son attitude, ses choix de mots, même ses manières. Ce n'était pas la Sarah que j'avais connue et aimée pendant tant d'années. Entendant l'homme, qui s'avéra s'appeler Steve, s'excuser, j'ai saisi l'occasion pour observer les alentours. C'était comme une chambre d'hôtel avec une petite kitchenette. Derrière le dos de Sarah, dans le coin de la pièce, se trouvait une petite table dressée comme pour un dîner. Le gars avait clairement fait un effort pour que l'aménagement ressemble à chez lui. Sarah parlant directement dans la caméra a complété ma découverte de la pièce. Le discours de Sarah m'a secoué jusqu'au fond de moi. Soudain, le but de la vidéo est devenu clair. Ce n'était pas un souvenir. C'était un outil et plus encore pour un gain financier. J'ai appuyé sur le bouton de pause et je me suis précipité dans sa salle de couture, attrapant mon journal de 2005. Pour chaque mois jusqu'à septembre inclus, le journal montrait une contribution avec les initiales SJ. Rien pour le reste de l'année. Pas de dépôt non expliqué majeur non plus. J'ai vérifié 2006 également et c'était comme si SJ avait disparu. Si elle faisait chanter Steve, où diable était la trace? Elle tenait des registres de chaque dépôt et retrait, alors pourquoi traiterait-elle le chantage différemment? Tout en réfléchissant à cette énigme, je suis remonté à l'étage et je me suis préparé pour le spectacle. Je me suis levé, méditant sur le film alors qu'il passait soudainement à Sarah parlant directement dans la caméra, maintenant entièrement habillée. « Salut Steve. J'ai pensé te donner un petit souvenir de notre dernière fois ensemble. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. C'était inoubliable. Oui, tu m'as bien entendu. Notre dernière fois ensemble. Ma situation a changé et même si c'était amusant, il est temps de passer à autre chose. Cette petite vidéo ne verra jamais le jour tant que tu seras un bon garçon et que tu ne me contacteras plus jamais. Si tu me croises en public, tu ne me reconnaîtras pas. Si quelqu'un nous présente, tu feras semblant que c'est la première fois. Et tu ne diras jamais, et je veux dire jamais, à personne à propos de moi ou de notre temps ensemble. Si j'apprends que tu as parlé de moi à qui que ce soit, ta douce petite Josie recevra une copie de la vidéo. Et nous ne voudrions pas ça, n'est-ce pas, Stevie? Dans ce bref moment où l'écran est devenu noir après ces paroles, Sarah sourit avec compréhension. Ce n'était pas un sourire très agréable et certainement pas le sourire joyeux et aimant auquel j'avais l'habitude de voir sur son visage. Je me sentais malade et déprimé, plus bas qu'un moustique dans mon estomac. Je n'étais pas sûr de pouvoir jamais manger à nouveau, mais au moins le mystère de la raison était résolu. La vidéo n'était pas un chantage, c'était une assurance. Après avoir appuyé sur le bouton de lecture, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de regarder chaque moment, juste de me familiariser avec l'histoire plus large. Il s'est avéré que RG était un PDG marié et riche nommé Richard. Chaque vidéo se terminait par l'avertissement désormais familier de Sarah. Au moins, il était clair pour moi qu'en se préparant pour notre mariage à venir, elle s'éloignait de son passé. J'ai marqué une pause avant de lancer la première des vidéos d'Aka,
celle de juin 2006. Selon les registres de Sarah, l'Alaska était un client régulier. Pourquoi? Qu'est-ce qui le distinguait des autres? Pourquoi 3 vidéos? L'aimait-elle sincèrement? Peut-être l'aimait-elle? Je savais que la seule façon d'obtenir des réponses à mes questions serait de regarder la première de ces vidéos, et j'hésitais encore. Elles ne peuvent pas être pires que celles que tu as déjà vues, me dis-je. Fais-le. Aka signifiait Artie. Sa voix me semblait familière. J'ai arrêté le film sur la scène d'ouverture, un gros plan du visage d'Artie, l'observant. Où l'avais-je déjà vu? La réponse m'échappait jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton de lecture et qu'Ariam se retourne. Son profil l'a trahi. C'était un homme dans une Ferrari conduite par une femme blonde. Une blonde qui, comme il s'est avéré, était Sarah avec une perruque. La première vidéo a confirmé la validité de ma théorie sur l'étendue de la douleur, mais j'ai reconnu la chambre de notre première maison. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu l'amener dans notre maison? Je suis allé à la salle de bain et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. Je procrastinais et je le savais. Incapable de procrastiner plus longtemps, je suis retourné dans le salon. Le DVD H2 m'appelait. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la date, août 2013. Et pourquoi une si longue pause entre les films? Tant de questions, si peu de réponses. Alors que je remettais les 6 films d'horreur dans le placard caché, une certitude s'est cristallisée dans mon esprit choqué. J'avais épousé une extraterrestre. Si je n'avais pas eu toutes les preuves que je possédais maintenant, je n'aurais jamais cru en 1 million d'années que ma femme était capable de ce que les films me disaient. Dans un état de transe, je suis allé chercher les enfants. Encore une fois, ma sœur nous a invités à dîner. Pendant que les enfants jouaient, j'ai chuchoté en abrégé tout ce que je savais maintenant. Ce n'était pas joli à voir. Certes, j'avais raté les films et n'avais pas étudié les registres correctement, mais la conclusion était une seule. J'avais épousé une actrice très intelligente, très talentueuse, qui, quand je l'ai rencontrée, était une prostituée. Au début, elle demandait un montant modeste. Sans savoir combien de temps duraient ces séances, il était impossible de juger à quel point c'était modeste. Progressivement, elle a augmenté le tarif à ce qu'elle pensait mériter. Je ne pouvais que deviner. C'était comme acheter de l'art. Tout dépendait de combien on était prêt à payer. Sarah avait l'apparence qu'elle avait. Imaginez Kate Beckinsale, et vous réaliserez qu'elle était prête à les satisfaire. Et vous pouviez voir que les hommes étaient prêts à payer une misère pour ses services. Après notre rencontre, et moi, je suis tombé follement amoureux, elle a commencé à se débarrasser progressivement de ses clients. Des clients que je soupçonnais appartenir à l'élite de la ville. Ils devaient l'être pour pouvoir se permettre de payer les services d'une femme comme Sarah, une belle femme discrète les satisfaisant tous. Les abandonner tous? Malheureusement, non. Qui que soit Aka, il a survécu. À en juger par les cadeaux qu'il lui achetait, probablement parce qu'il était si généreux. Si elle vendait la Ferrari, la bague en diamant et le lingot, elle était assurée d'une bonne vie. Si posa la question que j'avais évitée. Que faire de tout cela? Divorcer pour une malhonnêteté flagrante et se transformer en une pute cachée. C'était mon réflexe. La colère envers la trahison de Sarah, envers sa longue et constante tromperie, l'emportait sur les autres émotions. Je suppose qu'elle se manifesterait plus tard. En quelque sorte, je ne voulais pas que l'intensité de ma colère diminue. Se sentir hors de contrôle avec la rage valait mieux que le chagrin. Après avoir réfléchi aux lois actuelles sur le divorce avec ma sœur, j'en suis venu à une conclusion sombre. Sarah gardera probablement son magot caché et aura un énorme pécule en réserve. Pendant ce temps, elle vivrait dans ma maison, aurait la garde de mes enfants et vivrait de la pension alimentaire pour enfants, tout en continuant probablement à fréquenter le vieux pervers maigre. La possibilité d'être séparé de mes enfants était trop dégoûtante à envisager. Je devais trouver comment l'éviter. C'est devenu le seul pilier incontesté de ma réponse planifiée. Si cela signifiait que j'allais toujours vivre avec cette salope, soit. C'est Carrie qui m'a ramené sur Terre. J'ai supposé que j'aurais mon mot à dire sur mon avenir. Mais si ce n'était pas le cas, quel était le plan de jeu de Sarah?
Avec ses actifs et ses connexions indéniables, aurais-je même mon mot à dire sur mon avenir? Quel était le plan de jeu de Sarah? La dernière vidéo de son vieux petit ami fétichiste enceinte m'a fait penser qu'au moins une partie d'elle m'aimait. Étais-je une partie de son avenir de manière positive? Ou était-ce juste comme je le soupçonnais? Sarah était-elle aimante et maléfique? Mon avenir dépendait-il de celle qui dominait? Une fois de plus, ma petite sœur remit en question mes hypothèses. Et si c'était Sarah qui n'avait pas de ressources? Dans la société d'aujourd'hui, la fortune ne favorise-t-elle pas ceux qui en ont? En y réfléchissant, n'a-t-il pas toujours été ainsi? Alors, comme maintenant, la règle d'or du XXIe siècle est que celui qui alors fait les règles. Après le dîner, j'ai accepté la gentille proposition de ma sœur de passer la nuit avec moi et les enfants pour me soulager et m'aider à lire les registres plus attentivement. Une fois les enfants endormis, nous avons discuté d'une chose à laquelle j'avais pensé en voiture en venant ici. Est-ce que je dois appeler sa tante en Angleterre pour confirmer que Sarah n'a jamais passé une semaine chez elle? Finalement, nous en sommes venus à la conclusion que non. Si mon pressentiment est correct, Sarah a appelé sa tante entre la fin de la croisière et le retour de ma chère épouse à la maison. Sarah s'était approvisionnée en photos et en histoires convaincantes avant de rentrer chez elle. Que sa tante ait été au courant de son jeu ou non n'avait pas d'importance. Sarah avait été prévenue qu'elle rentrait pour se battre et je voulais la prendre au dépourvu. Je voulais qu'elle soit aussi stupéfaite que je l'avais été par ma découverte. Après avoir pris cette décision, ma sœur a commencé à lire. Le but? Faire une supposition raisonnable sur le fait que j'étais inclus dans les projets futurs de Sarah. 2 heures plus tard, ma sœur s'est levée et il n'y avait ni or, ni bijoux, y compris les bagues de Sarah, ni permis de Ferrari ni argent liquide dans le coffre-fort. Ils étaient dans des bacs de camping étanches enterrés sous le tas de compost. Je les ai vérifiés à la lumière du jour pour voir si mes efforts de camouflage étaient convaincants. Maintenant, j'avais les ressources. Espérons que, s'il devait y avoir un affrontement, elles égaleraient les avantages légaux de Sarah. Si cela devait arriver, bien sûr, mes plans étaient encore flexibles. J'ai rejoint ma sœur et ensemble nous avons terminé l'analyse des registres. La conclusion? Ma vision de la situation a été confirmée. Sarah avait plusieurs clients avant notre engagement et un seul après le mariage. Les enregistrements des périodes antérieures nous ont permis de faire correspondre les initiales de certains clients à des films. Nous avons réalisé à partir de ces petits discours à la fin de chaque vidéo, sauf le dernier, que Sarah anticipait des problèmes avec certains clients partants. Plutôt astucieux, en réalité, d'enregistrer une séance pour les faire chanter afin qu'ils partent gracieusement et les dissuader de la contacter s'ils la voient avec leur famille heureuse. Je ne reconnaissais aucun des lieux des 3 premiers disques. Peut-être qu'elle ne voulait pas révéler à des clients spécifiques où elle habitait. D'un autre côté, les 3 films AK étaient chez nous. Sarah était intelligente. Je ne pouvais pas supposer qu'elle organiserait des réunions régulières avec lui là-bas. Il était trop probable qu'un voisin en parle ou que je rentre à l'improviste. Il était clair dans le 3e film AK que le type prenait plaisir à m'humilier. Je l'imaginais poussant Sarah à avoir leur séance dans mon lit. Combien de fois cédait-elle à cette pression? Je ne pouvais que deviner qu'Aka savait où elle habitait, donc il n'y avait aucune raison de le cacher. De plus, installer une caméra de chantage était bien plus facile chez soi. N'ayant gardé qu'un seul client, probablement en raison de sa générosité puisqu'il n'y avait aucune preuve vidéo qu'elle l'aimait et si on devait croire la dernière vidéo, elle le repoussait peut-être, Sarah continuait de mener une vie secrète jusqu'à présent. La durée de sa tromperie et de sa trahison était stupéfiante. Elle en était arrivée au point de facturer 1 500 $ à chaque rendez-vous chaque mercredi. Eh bien, chaque mercredi sauf pendant les vacances scolaires et familiales. Ou probablement quand l'amant était absent ou quand Sarah avait ses règles. Cette dernière explication expliquait pourquoi il n'y avait que 3 séances la plupart des mois. Une fois par an, nous supposions, elle ferait semblant de passer une semaine chez sa tante et resterait chez lui ou irait réellement quelque part avec lui. Quoi qu'il en soit, cela lui coûtait 20 000 $. Les registres enregistraient soigneusement ses paiements.
Des notes spéciales incluaient les dates où il lui avait donné un gros bonus en espèces de 100 000 $ un mois après la naissance de Jamie et une grosse bague juste après la naissance de Jenny. Puis une Ferrari lorsqu'elle était enceinte de Cindy. Les deux évaluations étaient soigneusement analysées. Elles montraient des retraits du registre de la caisse pour des sous-vêtements. Soudain, l'abréviation que je lisais à côté d'un retrait avait du sens. Versus signifiait Victoria's Secret et Ling signifiait lingerie. Que ce soit pour séduire son amant ou simplement pour elle-même, il était impossible de dire si Sarah avait investi dans de la lingerie. Après tout, il s'amusait depuis plus d'une décennie. Tous les quelques pages, il y avait des reçus alors que Sarah transformait l'argent en or. De petites sommes, en dessous du seuil qui intéresserait quiconque chercherait des indices de crime organisé. J'aurais trouvé son intelligence et sa planification impressionnantes si elle n'avait pas été éclipsée par son talent pour la tromperie. Il n'y avait que quelques entrées que nous ne pouvions pas expliquer. La plus grande avait été faite le mois dernier. C'était un débit de 20 000 $ qui avait suivi presque immédiatement le paiement de 20 000 $ d'ACA. Et dans la colonne des commentaires, il y avait simplement les initiales HM. Avait-elle acheté quelque chose? Était-elle victime de chantage? Rien dans les documents ou les registres ne pouvait expliquer ce débit. Étrange. Alors que je réfléchissais à cela, j'ai remarqué que Carrie parcourait les photos des enfants sur le mur du salon familial, puis me regardait. En réponse à ma question, elle a soulevé une question à laquelle j'avais pensé dès que j'avais regardé le premier film d'Aka, à savoir la paternité de mes enfants. Elle est même allée au buffet et a sorti un vieil album photo familial de nos enfants, passant 10 minutes à comparer la couleur, les traits du visage et les autres caractéristiques de nous à des âges similaires. Et j'étais content qu'elle voie la même ressemblance familiale que moi. C'était rassurant car je savais que je ne pouvais pas être sûr de ne pas voir simplement ce que je voulais voir. Soudain, l'importance de la pilule du lendemain et du suivi du cycle de Sarah a attiré mon attention. Dieu merci. Sarah semblait agir correctement pour notre famille, du moins à cet égard. Mais les accidents arrivent. J'ai décidé qu'en dépit de la ressemblance familiale ou non, nous devrions commander des tests ADN et des tests MST. Notre enquête étant au point mort, nous avons élaboré un plan. Attendre que Sarah rentre à la maison et la confronter en face à face. Que pouvions-nous faire d'autre? C'était jeudi soir et Sarah ne devait pas rentrer avant dimanche soir. J'avais déjà prévu de prendre congé lundi. Ma sœur a accepté de garder les enfants dimanche et de les emmener à l'école lundi. Le reste dépendait des dieux. Avant d'aller me coucher, j'ai montré à Carrie quelques extraits d'une des vidéos d'Aka. Ma sœur semblait également vaguement connaître le type, mais elle ne pouvait pas me dire son nom. Ce que j'ai fait le reste de la semaine, je ne m'en souviens plus maintenant. Dieu merci pour les enfants et leur routine. Dieu merci pour leurs besoins et leurs questions constantes. Ils étaient mon encre. Les aimer rendait difficile de maintenir ma colère car tout comme mes enfants faisaient partie de moi, ils faisaient aussi partie de Sarah. La colère me manquait. La colère aidait à rendre plus supportable ce qui se passait. J'étais distrait et de plus en plus nerveux, mais en même temps, j'étais déterminé pour dimanche. L'appel attendu de Sarah le samedi pour dire qu'elle était de retour dans la zone n'est jamais venu. Après avoir récupéré les enfants dimanche, je me suis assis et me suis mentalement préparé à la confrontation à venir. Les détails de mon plan de secours sont devenus sans importance. Sarah ne s'est pas montrée. Elle n'est pas venue non plus lundi. Pas un mot. Maintenant extrêmement énervé, je ressentais l'émotion d'anxiété qui l'accompagnait. Sans un mot ou une meilleure idée, j'ai déposé un signalement de disparition tard lundi soir. Je me suis en tenu au fait que Sarah avait exposé et n'ait pas laissé entendre ce que je savais de sa double vie. J'ai réalisé de leur réponse qu'ils pensaient qu'elle était juste une autre femme en fuite. On m'a littéralement dit « Ne nous appelez pas, c'est nous qui vous appellerons ». J'ai fait de mon mieux pour cacher mon inquiétude aux enfants, me contentant de dire qu'elle était en retard. J'ai pris le reste de la semaine de congé. Le mercredi, j'ai été sorti de ma rêverie par le crissement des freins sur la route. En regardant par la fenêtre, j'ai vu ma sœur courir vers la porte d'entrée en agitant un journal. Elle s'est calmée assez pour me montrer la page 5. Le premier article disait
millionnaire local annonce l'ouverture d'un nouvel hôpital pour femmes dans le quartier. L'article continuait en disant qu'il avait fait don de fonds pour construire le refuge, mais cette information pénétrait à peine mon cerveau. Je ne pouvais pas voir au-delà des images. Arthur Kindred. Aka. Il ressemblait à peu près à ce qu'il était dans la dernière vidéo de Sarah, sauf qu'il était habillé. À ses côtés, se tenait sa femme, l'air morose. À première vue, elle semblait beaucoup plus jeune que son mari, même avec l'expression boudeuse sur son visage. Elle était l'incarnation du stéréotype de l'épouse riche et ennuyée, les cheveux et le maquillage brillants. En y regardant de plus près, la différence d'âge ne semblait pas si grande. Elle avait simplement ralenti le processus de vieillissement avec un scalpel et peut-être une injection ou deux. Elle était belle, ou du moins elle l'avait été lorsqu'elle était plus jeune. Maintenant, elle ressemblait à une rose fanée essayant de retrouver la première fleur de sa jeunesse. Arthur Kindred était riche. Je veux dire très riche. Et il était également connu pour éviter la publicité sauf s'il voulait quelque chose qui l'aiderait. Sans surprise, il m'était connu, mais restait hors de mon radar. Cela expliquait aussi la Ferrari. Pour ce type, tout ce qui était en dessous d'1 million n'était rien. Il n'était même jamais apparu une fois lorsqu'il faisait don de son Gulfstream 550 chaque année le jour de la foire de promenade en avion. L'excitation m'a submergé. Maintenant, j'avais un nom. Maintenant, je pouvais obtenir une adresse. Et puis la réalité m'a frappé. Bien sûr, j'avais maintenant un nom, mais à cause de ce nom, j'étais confronté à un dilemme. Cet homme pourrait être une source clé d'informations sur l'endroit où se trouvait ma femme. Le seul problème était que je ne pouvais pas utiliser ces informations sans dire à la police beaucoup plus que je ne voulais qu'ils sachent. Si Sarah était victime d'un crime, je deviendrais automatiquement le suspect numéro 1 si je révélais ce que je savais sur son amant. En fin de compte, j'ai décidé que la seule issue était de vérifier par moi-même. Après avoir dit au revoir à ma sœur et mis Cindy dans la voiture, je me suis rendu à la maison d'Arthur Kindred. La maison de Kindred s'est révélée être un manoir de la taille d'un petit État, gardé derrière un portail verrouillé. Je me suis garé de l'autre côté de la route, me demandant si je pouvais jeter un coup d'œil à l'intérieur de la propriété depuis un point de vue élevé. Non. Alors que je réfléchissais à ma prochaine action, une Lexus argentée s'est arrêtée devant le portail ouvert. Madame Kindred est sortie du siège du conducteur pour vérifier la boîte aux lettres. Je l'ai reconnue à sa chevelure blonde lisse et artistiquement teinte. Cindy, assise à l'arrière, a parlé clairement. Tante Jean. Une fois de plus, une rage aveugle a failli me submerger. La femme de ce salaud connaissait ma fille. Ma putain de femme a dû amener Cindy ici. Où s'arrêterait la trahison de Sarah? Jusqu'où ces gens pouvaient-ils descendre? Rien ne pouvait-il être aussi bas? Démarquant le moteur, j'ai traversé la route et me suis arrêté derrière la Lexus. Madame Kindred a rougi, mais s'est ressaisie sur ses pieds. J'ai ouvert la portière et, sans attendre qu'elle soit complètement ouverte, j'ai crié « Pouvez-vous m'expliquer comment ma fille sait qui vous êtes ?» Je l'ai vue regarder vers ma voiture. Cindy, dans son innocence, a légèrement agité la main. J'ai vu les restes de couleur disparaître du visage de Madame Kindred alors qu'elle balbutiait une réponse. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous devrez demander à mon mari. Elle s'est retournée et est retournée du côté conducteur de sa voiture. Est-il là? Ai-je crié. Non. Il est parti ce matin. Il reviendra ce week-end. Maintenant, sortez ou j'appelle la police. Avec ces mots et une expression étrange sur son visage, elle a traversé le portail qui s'est refermé derrière elle. Son expression m'a intrigué. Que était-ce? Était-ce simplement de l'inconfort? De la panique? De la colère? De l'irritation? Aucun des adjectifs ne convenait. Jean Kindred en savait plus qu'elle ne me le disait sur l'endroit où se trouvait Sarah. J'en étais sûr, mais sans moyen de la rencontrer, elle ou son mari, dans un endroit où il ne pouvait pas m'éviter et sans meilleur plan, je suis rentré chez moi. Cindy a confirmé qu'elle était allée plusieurs fois dans la grande maison. J'espérais de tout cœur qu'elle n'avait pas rendu visite à son père là-bas. Je me suis arrêté au magasin et j'ai acheté des kits de test ADN.
Les enfants pourraient ressembler à moi et à Carrie, mais j'en étais arrivé au point où j'avais besoin de quelque chose de définitif, de quelque chose de solide en quoi je pouvais croire, car il était clair, à la lumière de tout ce que j'avais découvert, que presque rien dans ma vie n'était tel que je l'avais imaginé. Pour faire court, je ne suis pas retourné au manoir ce week-end-là. Tout était dans les actualités ce soir-là. Le jet privé d'Arthur Kindred, un philanthrope local et juste un type bien, s'était écrasé dans un état voisin. Il n'y avait aucun survivant. À quel point tout cela pouvait être frustrant? Quand vais-je avoir un peu de répit? Comment vais-je découvrir ce qui se passe avec Sarah maintenant? Le seul espoir était de coincer Jean Kindred. 2 corps ont été retrouvés dans les décombres. Tous les 2 masculins. C'était une surprise. Je m'attendais presque à entendre que l'un d'eux était une femme. Le soulagement, la colère, la peur et la frustration se mêlaient agités dans mon estomac. C'était horrible de vouloir que votre femme soit en vie et en bonne santé et pourtant morte en même temps. Les corps étaient présumés être ceux d'Arthur Kindred et de son pilote jusqu'à ce que les victimes de l'accident puissent être identifiées. L'avion se dirigeait vers Brisbane avant de faire le plein et de se rendre au Mexique, où M. Kindred était connu pour avoir des affaires. Personne n'était plus surpris que moi quand une Lexus argentée s'est arrêtée devant mon allée samedi matin. Pourquoi la veuve d'Arthur Kindred viendrait-elle me rendre visite maintenant, alors qu'auparavant elle avait fait de son mieux pour m'éviter? Je l'ai regardé s'approcher et, sans tourner la tête, j'ai demandé à ma sœur d'emmener les enfants jouer dans le jardin. Carrie n'a même pas pris la peine de demander pourquoi, elle a simplement rassemblé les enfants et les a conduits par la porte arrière. Le bruit de sa fermeture s'accordait avec le son de la sonnette de la porte d'entrée. À chaque pas vers la porte, une nouvelle possibilité surgissait dans mon esprit. Elle était venue me dire où se trouvait Sarah, que Sarah avait rencontré son créateur. Peut-être voulait-elle savoir ce que je savais. Par mon silence, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais face à ces possibilités. Madame Kindred, à quel honneur dois-je cette visite? Mike, je suis désolé, je ne veux pas paraître présomptueux, mais je ne connaissais pas le nom de famille de Sarah. Est-ce que ça te dérange si j'entre? J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. En réponse, je me suis écarté, lui laissant de la place pour passer. Elle l'a fait, ses talons cliquetant sur les planches de bois poli. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, attendant que je la guide. J'ai fait un geste vers la gauche, vers le salon. Fais comme chez toi. Est-ce que je peux te servir quelque chose à boire? Un verre d'eau, s'il te plaît. Je m'en suis servi un en même temps. Lui tendant le verre, je me suis assis en face d'elle. Elle a pris une gorgée, a posé soigneusement le verre sur la table basse et a redressé ses épaules. Après avoir pris une profonde inspiration, elle a croisé mon regard. Il y avait de la détermination dans son regard et quelque chose d'autre que je n'arrivais encore pas tout à fait à saisir. Je suppose que tu te demandes pourquoi je suis ici. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Elle a souri maladroitement. Vraiment? J'ai attendu, gardant mon regard sur elle. Elle s'est raclé la gorge, puis a ri nerveusement. Si on m'avait dit quand j'étais jeune marié que je serais un jour assise dans le salon de quelqu'un en train de te parler comme je le fais maintenant, je t'aurais pris pour un fou. J'ai souri. Ça n'a pas atteint mes yeux, mais je me suis dit qu'une démonstration d'amitié l'aiderait à aller droit au but. Puis-je supposer, en judant par ta visite plus tôt dans la semaine, que tu es au courant de la relation entre Arthur et ta femme? J'ai hoché la tête, ne voulant pas révéler l'étendue de ma connaissance. J'étais plus intéressé par la profondeur de sa connaissance. As-tu tué mon mari? La question directe m'a choqué, et ma bouche s'est ouverte. Je me suis repris, mais la colère a rendu ma réponse dure. Écoutez, madame, votre mari est décédé dans un crash d'avion. Oui et non. J'ai haussé un sourcil, déterminé à contrôler mes réponses. Oui, l'avion s'est écrasé, mais ce n'était pas dû à une défaillance mécanique ou une erreur de pilotage. Ils ont trouvé des résidus d'explosifs. Ne me demandez pas comment je le sais. C'est une information non officielle. Il a été tué. J'ai gardé mes réactions sous contrôle cette fois-ci. C'était difficile. Un meurtre? Je me sentais comme si ma vie était en train de m'échapper. La panique se battait avec l'indignation.
L'indignation l'a emporté. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, tu pourrais dire que le fait de découvrir que ta femme avait une liaison de longue date avec mon mari pourrait servir de raison à ta destruction. On pourrait en dire autant pour toi. Crime passionnel et tout le tralala. Ajoute à cela ce que tu es censé hériter, et je dirais que tu es probablement le principal suspect. Je me demande si le but de ta visite et de ta question est de me distraire de ces pensées. De peur que je ne me rende à la police avec une théorie comme celle-là. Elle a pressé les lèvres ensemble. Je sais pour Arthur et Sarah depuis des années. Pourquoi le tuerais-je maintenant? Peut-être que tu en as enfin eu assez. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour toi. Peut-être que tu as découvert qu'il allait te divorcer. Peut-être que tu as attendu ton heure. Peut-être que tu as décidé que tu avais soudainement un bouc émissaire. Moi? Je ne sais pas. Dis-moi. Jean Kindred renifla d'une manière plutôt peu féminine, mais sous son bravado, j'ai perçu une pointe d'inquiétude. C'est du grand n'importe quoi. Comme je l'ai dit, jeune homme, je sais cela depuis des années, alors que toi, en revanche, tu viens tout juste de l'apprendre, si mes suppositions sont correctes, ce que je pense être le cas. La police pourrait considérer comme une coïncidence le fait qu'Arthur soit mort dans les 24 heures suivant ta visite à ma maison à sa recherche. Il pourrait également trouver intéressant que tu aies approuvé le paiement d'une prostituée par ton mari. Ne sois pas si naïf. Beaucoup d'hommes riches ont des maîtresses et leurs femmes font semblant de ne rien voir. Je les regardais avec mépris. Désolé. J'avais oublié. Tu es riche. Les règles habituelles ne s'appliquent pas. Elle eut la décence de tressaillir. Est-ce pour cela que tu l'as détruit? Pour la énième fois, je n'ai pas tué ton mari. L'as-tu fait? Elle soupira avec impatience, mais il y avait à nouveau une note de mécontentement dans sa voix. Comme je l'ai déjà expliqué, je n'avais aucune raison de le faire. Je sais pour ce couple depuis longtemps. Et pourquoi viendrais-je ici et te demanderais si tu as détruit Arthur si je suis coupable? J'ai remarqué qu'elle n'a pas répondu par un simple non. Eh bien, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça ne va pas te mener bien loin, Mike. Eh bien, je ne vais pas avouer un crime que je n'ai pas commis juste pour satisfaire tes intérêts. Que sais-tu? Pourquoi devrais-je te le dire? Elle grogna à nouveau de frustration. Il m'est apparu qu'elle était une femme habituée à être OBE accent aigu, et je n'agissais pas comme on me l'avait demandé. Il me fallait obtenir des informations d'elle sans révéler ce que je savais déjà. Comment? Comment y parvenir? D'accord. Madame Kindred, dites-moi ce que vous savez sur ma femme et votre mari, et je vous dirai si je connaissais déjà ce fragment. Elle me fixa intensément, me pesant. Finalement, elle soupira et hocha la tête. Marché conclu. J'ai été surpris qu'elle accepte, mais je n'ai pas discuté. Elle prit une gorgée d'eau et éclaircit sa gorge. Sarah a connu une sorte de crise financière à l'université. Pour s'en sortir, elle s'est lancée dans la prostitution. Un jour, elle m'a dit qu'elle aimait ça. Elle a dit que ça la rendait puissante. Elle aimait aussi l'argent. Arthur a commencé à utiliser les services de Sarah en 2003. Elle attendit, levant un sourcil. La crise financière à l'université était une nouvelle pour moi, mais j'ai quand même acquiescé. Je sais. Sarah a essayé de mettre fin à leur relation en 2006, mais Arthur l'a convaincue de continuer. Je sais. Je n'étais pas sûr de cela, mais cela avait du sens étant donné la date de la première vidéo. La deuxième vidéo a été réalisée alors que Sarah était enceinte de Jenny, donc peut-être que Sarah envisageait de mettre fin à l'arrangement après avoir accouché, alors que nous avions déjà 2 enfants prévus. Évidemment, quelque chose l'a fait changer d'avis après le tournage de la deuxième vidéo, car nous avons eu Cindy et elle a même parlé d'avoir un 4e enfant. Je n'ai pas exprimé mes pensées à voix haute. Jean Kindred n'avait pas besoin de les connaître. Arthur ne pouvait pas avoir d'enfant, donc il était quelque peu obsédé par cela. Au fil du temps, il a encouragé Sarah à tomber enceinte. Il l'a récompensée avec une somme d'argent conséquente lorsqu'elle a eu Jamie. J'ai tressailli en entendant le nom de Jamie, mais j'ai acquiescé. Je ne pouvais m'empêcher de poser la question évidente. Si Arthur était si obsédé par le fait de devenir père,
Pourquoi n'avez-vous pas essayé la FIV ou l'adoption quand vous avez découvert qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant? Arthur était un homme fier et vaniteux. Il niait que notre incapacité à avoir des enfants venait de lui. Jean Kindred détourna le regard, visiblement mal à l'aise, mais redressant son dos, elle continua. Je n'étais pas sûr de pouvoir rester mariée avec lui, alors j'ai suivi son déni. Honnêtement, si ce n'avait été pour Sarah, je serais probablement parti. Merci. Je n'ai pas pu retenir le sarcasme dans ma voix. Heureux que ma femme puisse être utile pour vous aider à maintenir votre train de vie. Jean Kindred frissonna. J'ai vu une rougeur monter à son cou. Son regard gêné m'a procuré une brève mais intense sensation de joie. Arthur, continua-t-elle, a poussé Sarah à une autre grossesse, et quand elle a eu Jenny, il lui a offert une bague en diamant. J'étais prêt pour ce qu'elle savait de Jenny, et j'ai réussi à contenir l'envie naturelle de grimacer. En même temps, j'admirais presque les manœuvres de Sarah. Elle avait escroqué Arthur d'une belle bague en diamant pour faire ce qu'elle allait faire de toute façon. J'ai hoché la tête, et Jean Kindred a continué. Je suppose que tu étais contre le fait d'avoir plus d'enfants, mais il me semble que Sarah peut être tout aussi persuasive qu'Arthur car tu as fini par avoir Cindy. La colère bouillait dans mon estomac, l'amertume brûlant ma gorge. Oui, elle pouvait être comme ça, et laisse-moi deviner, Arthur lui a offert une Ferrari? C'était au tour de Madame Kindred d'acquiescer. J'ai lutté contre l'envie de frapper quelque chose. La rage à la réalisation que j'avais maintenant 3 beaux enfants parce qu'un vieux dégoûtant avait payé ma femme pour les avoir était au-delà de moi. Les enfants étaient censés être conçus par amour, pas par cupidité. Je sais qu'Arthur lui a proposé d'acheter un appartement si elle pouvait te convaincre de la laisser en avoir un autre. J'ai détourné le regard pour cacher ma colère. Je sais. Alors tu sais tout. Pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi tu es si, comment dire, compréhensif. Conciliant? Monsieur Mike, je n'ai pas aimé ça. En fait, je l'ai plutôt mal pris. C'était humiliant, mais cela m'a soulagé du fardeau de répondre à certains besoins d'Arthur, alors je l'ai toléré. Alors, tu t'es vendu pour une vie de confort et de privilèges. Son menton s'est relevé et elle m'a regardé, mais elle n'a pas protesté. Cela m'a surpris. Pourquoi ne se défendait-elle pas? Alors, Mike, on dirait qu'on est dans une impasse. Je pense que tu as tué Arthur, tu penses que c'est moi. Nous avions tous les deux des motivations. De toute façon, être enquêté est mauvais pour nous deux. Il en va de même pour la publicité. Pense à tes enfants. Waouh! Tu es une vraie veuve éplorée, n'est-ce pas? Arthur a tué tout mon amour pour lui il y a des années, mais cela ne signifie pas que je l'ai tué. Cela ne signifie pas non plus que je ne devrais pas obtenir ce qui est dû pour sa mort. J'ai hoché la tête. D'une certaine manière, je ne pouvais pas reprocher sa logique. Elle méritait probablement son héritage au centuple. Je vais te dire où j'en suis, Jean. Puis-je t'appeler Jean? Jean a hoché la tête. Jean, je vais tenir ma langue avec la presse sous 2 conditions. Premièrement, tu ne mentionneras pas mon nom à la police pour détourner l'attention de toi. Si tu es aussi innocente que tu le prétends, tu peux facilement te disculper. En y réfléchissant, même si tu es coupable de meurtre, et je le pense, tu as les moyens d'éviter les poursuites. Et deuxièmement, si tu me dis ce que tu sais sur la disparition de Sarah. Après un autre long regard intense de Jean, elle a commencé, Arthur est parti avec Sarah du Mexique sur le Lair et est revenu seul. Quand je lui ai demandé où était Sarah, il a dit qu'il l'avait laissée là-bas dans un bordel pendant 1 semaine. Quoi? Ai-je chuchoté en me levant. C'est vrai. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'elle essayait de rompre leur relation en le faisant chanter avec une vidéo. De plus, il voulait qu'elle te dise tout depuis longtemps. Et enfin, pour qu'elle ait un autre bébé. Il était juste en train de voler au Mexique pour la récupérer quand son avion a été abattu. Quoi? Pour me mêler à tout ça? Pourquoi? Il ne me connaît visiblement pas très bien. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller voir la presse et de le dénoncer? Eh bien, cela répondait à la question de pourquoi Sarah voudrait notre photo dans la chambre d'amis. Je pouvais facilement imaginer Arthur Kindred poussant Sarah à le faire dans notre lit conjugal, et comme c'était notre maison de rêve, elle a probablement résisté,
et ils ont trouvé un compromis en affichant ma ou notre photo dans la chambre d'amis. Le pourquoi a deux aspects, je pense. Il disait toujours qu'après les premiers 50 millions ou quelque chose comme ça, l'argent perd son sens. Ensuite, tout est une question de pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait être plus puissant que d'utiliser son influence pour divertir la femme d'un homme devant lui, sachant qu'il est impuissant à agir? Quant à comment assurer ton silence, il pensait qu'en t'offrant $1 million, il pourrait t'acheter, ainsi que ton consentement pour un 4e enfant. Ah, donc comme la plupart des hommes motivés par l'argent, il pensait que cela me motiverait aussi. Oui, il pensait que tout le monde avait un prix. Clairement, ma femme en a un, marmonnai-je en colère, puis fronçai les sourcils, mécontent d'avoir montré ma rage devant quelqu'un comme Jean Kindred. Je me raclais la gorge en essayant de garder ma voix calme et posée. Alors pourquoi a-t-il dû prendre des mesures extrêmes quand elle a essayé d'annuler avec lui? Avec sa richesse, pourquoi n'a-t-il pas simplement offert plus d'argent ou de cadeaux à Sarah ou trouvé une autre femme? Jean détourna le regard, clairement en train de réfléchir à sa réponse. Je réalisais qu'elle avait pris sa décision quand elle soupira résignée. Aussi détestable que cela puisse être, il l'aimait d'une manière malsaine. Dire le moins, une nouvelle femme signifierait commencer une relation à zéro, et la nouvelle fille pourrait ne pas être aussi réservée que Sarah. Une nouvelle femme serait trop dangereuse pour sa réputation de philanthrope. Arthur a décidé qu'effrayer Sarah en la laissant là-bas au Mexique serait la meilleure option. Je me suis effondré sur la chaise. C'était trop. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. C'était trop tiré par les cheveux, trop surréaliste. Le Mexique? C'était tellement cliché, comme quelque chose sorti d'un film. Ne me regarde pas comme ça. Ils avaient des ordres là-bas de ne pas la toucher ni la laisser être touchée. Elle était juste là pour découvrir ce qui l'attendait si elle ne jouait pas le jeu. Mon mari pouvait être assez impitoyable par moments. Souviens-toi de notre accord, Mike. Pas de presse. Tout ce que je pouvais faire, c'était acquiescer. Les mots me manquaient. Bien. Je vais me laisser sortir. À chaque claquement des talons de Jean Kindred qui s'éloignait, je tressaillais. Ils étaient comme des clous dans un cercueil. Dans mon cercueil. Avant sa visite, j'étais blessé, confus, en colère, frustré et bouleversé. Maintenant j'étais au purgatoire. Jean Kindred avait confirmé tous mes soupçons. Confirmé mes pires craintes. Au son de la porte d'entrée qui se fermait, j'ai baissé la tête. Mon sort était scellé. Je ne pourrais jamais démêler la tromperie de Sarah, sa longue liste de mensonges. Plus jamais je ne pourrais vivre dans l'ignorance béate de sa trahison constante. Plus jamais je ne pourrais croire qu'elle m'aime de tout son cœur. Plus jamais je ne pourrais me dire qu'elle était mienne comme j'étais sien dès le premier baiser. Plus jamais je ne pourrais être sûr qu'elle est de mon côté et me soutient. Désormais, à partir de ce jour, j'aurai des doutes. Pour le reste de ma vie, j'aurai des questions. Tout. Chaque moment ensemble. Chaque conversation. Chaque mot murmuré d'amour. Chaque promesse. Combien était réel? Combien Sarah jouait-elle un rôle? Je ne le saurai jamais, et cela m'a autant brisé le cœur que sa trahison. Entendant les rires haletants des enfants, j'ai relevé la tête. Peu importe ce que je ressentais, ils avaient besoin de moi. Je devais rester fort pour leur bien. Mon chagrin devait attendre. J'ai tourné la tête de gauche à droite pour relâcher la tension qui la raidissait et j'ai essayé de concentrer mes pensées. Pourquoi Jean Kindred avait-elle jugé bon de me parler? Si elle pensait vraiment que j'étais coupable de meurtre, elle prenait le risque que je boucle les derniers détails, pour ainsi dire. Et si, comme je le soupçonnais, elle avait orchestré le meurtre de son mari, elle risquait d'être vue en train de rendre visite à un homme qui avait signalé la disparition de sa propre femme. Une femme liée à son défunt mari. Avais-je contrecarré son meurtre parfait en la croisant par hasard plus tôt dans la semaine? Avait-elle vraiment si peur d'une mauvaise presse? Avait-elle vraiment quelque chose à cacher autre qu'un simple meurtre? Et Sarah? Que diable suis-je censé faire avec elle? Comment la sortir du Mexique alors que je ne sais même pas dans quel bordel Arthur Kindred l'a laissée? Et même si je parvenais à la ramener en Australie, où diable aller ensuite? Une pensée insidieuse s'insinua dans mon esprit tourmenté. J'ai essayé de la combattre,
mais ses tentacules étaient comme de la fumée, pénétrante, infectieuse, omniprésente. Non, me dis-je, non, ce n'est pas toi, Mike. Mais elle persistait toujours. Voulais-je sauver Sarah de ce bordel? Avant de me débarrasser de cette pensée anormale, ma sœur et les enfants ont fait irruption dans la maison. D'un commun accord tacite, nous avons remis à plus tard la discussion sur la visite de Jean Kindred et nous nous sommes précipités pour baigner les enfants et préparer le dîner. Les paroles de Jean résonnaient dans mon esprit, entremêlées de souvenirs de Sarah. Des paroles désagréables et des souvenirs entachés. Je détestais quand il me détournait et interférait avec mon temps passé avec les enfants. Mon Dieu, pensais-je, Cindy ne se calmera jamais, se plaignit Carrie en s'installant dans un fauteuil et en repliant ses jambes sous elle. Alors, que dit la veuve de l'homme mort? Je ne sais pas par où commencer, commençai-je, lui tendant un verre de vin. Depuis le début, Mike, dis-moi mot pour mot ce qu'elle a dit, et ensuite nous le décortiquerons ensemble. J'ai raconté toute la conversation du mieux que j'ai pu, seulement quand j'en suis arrivé à la partie sur l'endroit où se trouvait Sarah. Le soupir de Carrie en disait long. Jean m'a assuré qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas la faire travailler, mais quand même. Que vas-tu faire? Sais-tu comment secourir des gens des bordels mexicains? Je ne sais pas pour les 3 questions. D'accord. Travaillons sur un plan de sauvetage. Quand Sarah reviendra sur le sol australien, que prévois-tu de faire? Je ne sais pas. Carrie soupira. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Mike. Tu vas devoir commencer à prendre des décisions. Tu dois avoir un plan d'action. Je sais, mais je n'arrive toujours pas à accepter tout cela. Je n'arrive pas à concilier la Sarah des contes et la Ferrari avec la Sarah que j'ai aimée pendant 12 ans. Un instant, je vois Sarah en leggings en train de faire des pancakes un dimanche matin, puis j'ai une vision d'elle, ornée de diamants, dans une de ces robes à décolleté plongeant qui traînent dans la pièce secrète, et j'ai du mal à croire que c'est la même personne. C'est compréhensible. Sa double vie m'a aussi plongé dans la stupeur. Carrie marqua une pause, prenant une gorgée de vin. Et si on revenait à l'essentiel et qu'on pesait le pour et le contre? J'ai acquiescé. Que pouvais-je faire d'autre? Et ainsi, nous avons exposé les choses, et finalement la liste des partisans du divorce a commencé à paraître un peu mal en point. Il y avait bien sûr quelques points majeurs dans cette colonne, la confiance et la trahison, mais je devais admettre que la fierté et l'ego se faisaient également sentir. Il y avait beaucoup de choses matérielles du côté des opposants au divorce, comme perdre 16 ans, perdre 60% de mes biens, payer une pension alimentaire, une pension pour enfants, devoir vivre dans un appartement exigu, mais tout cela était bien peu comparé aux points émotionnels. Comment pourrais-je vivre en étant un père travaillant les week-ends? Comment pourrais-je accepter de ne pas voir mes enfants tous les jours? J'adorais leur lire des histoires. J'adorais les border, j'adorais quand ils étaient si douillets et câlins, sentant le savon et l'innocence. Même si je révélais la vie secrète de prostitution de Sarah au tribunal, il y avait de fortes chances qu'il lui accorde quand même la garde. Je n'arrive pas à croire ce que je m'apprête à dire, mais bon. Allez, crache le morceau, Frangine. As-tu pensé à ne pas sauver Sarah? Quoi? J'ai fixé Carrie comme si elle avait poussé une seconde tête. Elle était généralement l'incarnation de la gentillesse. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait exprimé ma pensée précédente. Est-ce pire que ce qu'elle te fait subir depuis votre premier rendez-vous? Elle t'a trompé dès le début. Elle t'a menti chaque jour où tu l'as connue. Selon ma compréhension du droit du divorce, si elle ne revient pas dans 2 ans, tu pourras faire annuler le mariage ou peut-être même divorcer pour abandon du foyer. Ainsi, tu ne perdras pas tout ce que tu as recherché et tu ne perdras pas de temps avec les enfants. Est-ce que la laisser au Mexique est tellement pire que ce qu'elle t'a fait subir il y a toutes ces années? Tu pourrais toujours demander à Jean Kindred de veiller à ce que Sarah ne soit pas blessée. Est-ce que cela serait plus difficile pour les enfants qu'un divorce? Je sirotais mon vin, faisant tourner les mots de Carrie dans ma tête. Même en connaissant la profondeur et l'ampleur de la supercherie et de la trahison de Sarah, malgré toute la logique des paroles de Carrie, pourrais-je faire cela à Sarah? Aurais-je été capable de la laisser au Mexique? Je tournais la tête sur le côté et regardais le radio-réveil. L'affichage brillait d'une lumière verte fantomatique. Minuit 27.
Je soupirais et me retournais sur le dos, détournant mon regard des chiffres angoissants. Le sommeil était hors de question. Les paroles de Carrie résonnaient dans ma tête. Elle t'a trompé dès le début. As-tu déjà pensé à ne pas sauver Sarah? Est-ce que cela serait plus difficile pour les enfants qu'un divorce? Sarah m'a blessé de la pire des manières. Elle a porté un coup si dur à mon cœur que je n'étais pas sûr de m'en remettre complètement. Elle m'a fait douter de chaque instant que nous avions passé ensemble ces 12 dernières années. La Sarah de la pièce secrète m'était étrangère, mais cette Sarah qui pleurait de bonheur dans mes bras à la naissance de nos enfants, je l'aimais. Je l'aimais de tout mon cœur. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle continué après nos fiançailles? Je pouvais comprendre qu'elle utilise ses atouts, pour ainsi dire, pour sortir d'une crise financière. Je pouvais être en désaccord avec sa méthode, mais je pouvais comprendre. Mais après nos fiançailles, après le mariage, c'était quelque chose que je ne comprendrai jamais. Les images de Sarah de notre vie commune se transformaient en images d'elle conduisant une Ferrari avec une perruque blonde. Je la voyais dans sa robe d'été blanche préférée, puis dans l'une des robes coûteuses de la pièce secrète. Quelle Sarah était la vraie Sarah? Comment pourrais-je jamais le savoir? Comment pourrais-je croire tout ce qu'elle me disait? Comment saurais-je quand elle était sincère et quand elle jouait un rôle? Une chose dont j'étais sûr, c'était que peu importe ce qui la motivait à avoir nos enfants, elle les aimait. Elle ne pouvait pas feindre. Ne pas savoir qui était ma femme, quelles étaient ses intentions, comment mes enfants et moi nous inscrivions dans cette situation, me rongeait. Je devais savoir. Il devait y avoir un moyen de le découvrir. Quelque chose me retenait. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais je le sentais. Quoi que ce soit, cela devait se trouver dans la pièce secrète. Sans réfléchir, je me suis assis et posé mes pieds sur le sol frais. Avec le babyphone en main, je me suis dirigé vers l'atelier de couture de Sarah. J'ai d'abord sauté sur les enveloppes et les papiers épars. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je faisais confiance à mon instinct pour le reconnaître quand je le verrais. Ensuite, je me suis attaqué au registre, attrapant le tout dernier. En me précipitant pour l'ouvrir, des papiers éparpillés du fond sont tombés par terre. J'allais les ignorer, mais mon instinct m'a poussé à regarder en bas. De la page sautaient les mots « Vente ». Conception pour la vie. Studio de design graphique du centre-ville à la recherche d'un nouveau propriétaire. Mon cerveau s'est mis en marche, calculant. Elle allait utiliser au moins une partie de sa fortune mal acquise pour m'acheter mon propre studio de design. Elle continuait à se vendre pour nous, pour moi. Je n'approuvais peut-être pas ce qu'elle faisait, mais elle le faisait pour sa famille. Je me suis effondré à genoux. Des larmes non versées brillaient dans mes yeux. J'avais vraiment une place dans le futur de Sarah. Elle m'aimait vraiment. Un flot d'amour mêlé de soulagement parcourait mes veines. Les paroles de Jean Kindred résonnaient dans ma tête. Il l'avait fait parce qu'elle essayait de mettre fin à leur relation en le faisant chanter. Sarah essayait de mettre un terme à tout ça. Elle avait dû décider qu'elle avait gagné assez pour nous. Comment elle allait m'expliquer d'où venait l'argent restait un mystère. Peut-être un héritage de sa tante ou même un gain à la loterie? Quoi qu'il en soit, elle voulait en finir. Que notre mariage survive ou non était encore très incertain. Comment pourrais-je effacer de mon esprit les images d'elle avec certains clients? Comment pourrais-je lui faire à nouveau confiance, connaissant son talent de comédienne? Elle avait réussi à me tromper pendant si longtemps. Mais même si elle m'avait profondément blessé, elle ne méritait pas le destin qui l'avait frappée maintenant. Je devais la sauver. Je devais la libérer du bordel. Je priais pour que Jean Kindred découvre dans lequel Arthur avait laissé Sarah. Dans l'affaire Shaw, je donne raison à Monsieur Shaw et prononce la dissolution du mariage pour abandon. Monsieur Michael Shaw conserve la garde des 3 enfants ainsi que 100% des biens acquis pendant le mariage. Le reste des paroles du juge tomba dans le silence. L'affaire était close. Je n'étais plus marié à Sarah. J'étais un homme libre. Je n'étais pas submergé par un sentiment de victoire ou de plaisir, seulement de la tristesse. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule à Carrie. Elle souriait encourageante. Quand les enfants furent bien installés au lit, je me suis versé un verre de Porto et me suis assis sur la véranda. C'était une belle nuit, mais je ne remarquais presque rien,
plongé dans le passé. J'ai penché la tête en arrière et fermé les yeux, les mêmes questions que je me posais depuis 2 ans me traversant l'esprit. Faisais-je la bonne chose? Avais-je le choix? Quelle vie avais-je condamnée à Sarah? Je frissonnais en me souvenant de cette nuit. La nuit où j'ai eu une révélation sur les motivations de Sarah. Je me suis couché soulagé, mais j'ai été réveillé par la lumière de la torche qui brillait sur mon visage. J'ai revu la scène dans ma tête. À la lumière, je pouvais distinguer un homme vêtu de noir, un cagoule cachant ses traits, assis au bord de mon lit. Il pointait un pistolet sur moi. J'ai fixé à travers le silencieux les pointes des balles serrées dans les cartouches. « Bonjour, Monsieur Shaw. Bel endroit que vous avez ici. » L'incongruité de ses paroles et du pistolet dans sa main m'a laissé le regarder interloqué. J'étais certain que Jean Kindred avait décidé de me sortir de l'équation, tout comme Sarah et son mari. Cette connaissance m'a presque fait faire dans mon pantalon, réalisant que j'étais promis à une fin horrible. Ma première pensée fut pour mes enfants, et sans réfléchir, j'ai supplié pour que leur vie soit épargnée. « S'il vous plaît, ne tuez pas mes enfants. Ils ne savent rien. Ils sont innocents dans tout cela. Je ne suis pas ici pour vous tuer, ni vos enfants du moins pas encore, Monsieur Shaw, ou puis-je t'appeler Mike ?» J'ai acquiescé, m'installant lentement et prudemment sur la chaise. J'étais confus. Pourquoi était-il là s'il ne venait pas me tuer? Alors Mike, dis-moi, où est ta charmante petite femme? Elle et moi avions un rendez-vous aujourd'hui, qu'elle a malheureusement manqué. J'espère vraiment qu'elle n'essaie pas de se soustraire à notre accord. Je le fixais bêtement. Il haussa un sourcil, changeant imperceptiblement l'angle du pistolet. Je ne sais pas où est Sarah. Elle a disparu depuis plus d'1 semaine. Vous devriez aller voir la police. J'ai déposé une plainte. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Mike. Tu vois, Sarah était censée me payer le reste de ma dette aujourd'hui. Que va-t-on faire à ce sujet? Quoi? J'ai secoué la tête, perplexe. Sarah te doit de l'argent? Combien? Pourquoi faire? Même en posant les questions, mon cerveau a commencé à relier les points. Nous avions un accord commercial, la moitié en avance, l'autre à la fin du travail. Eh bien, disons simplement que le travail est terminé. Un accord commercial? Quel travail? Mike, l'homme lu. Si Sarah voulait que tu connaisses les détails, elle te les aurait dit. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je lui dois 20 000. Dis ça à la propriétaire. Je reviendrai demain à 2 heures pour récupérer la dette. Mais je ne sais pas où est Sarah. Je ne peux pas lui transmettre de message. Alors tu devras débourser l'argent en son nom. Répète après moi, Mike. 20 000 à 14 heures. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Il est allé nonchalamment vers la porte comme s'il avait tout le temps du monde. Il ne m'est même pas venu à l'idée de l'attaquer alors qu'il se tenait dos à moi. Quelque chose me disait que ce type savait se débrouiller. Sur des jambes chancelantes, je me suis dirigé vers le salon. J'ai essayé de comprendre ses paroles, mais mon esprit a refusé. Je l'ai forcé à réfléchir. Soudain, l'entrée non enregistrée de 20 000 $ dans le grand livre de Sarah a pris tout son sens. La moitié avant le travail, la moitié après. Le travail était fait. HM signifiait Hitman, et il allait toucher son argent. Le travail consistait à tuer un homme. Tuer Arthur Kindred. Se débarrasser du problème humain comme d'un sachet de thé usagé. J'avais la nausée. Soudain, toutes les expressions inexplicables que j'avais vues sur le visage de Jean Kindred ont pris sens. Confusion et peur. Un étrange mélange. Pas étonnant que je n'arrivais pas à les comprendre à l'époque. Je me trompais lourdement. Ce n'était pas Jean Kindred qui avait organisé le meurtre de son mari. C'était Sarah. J'ai secoué la tête encore et encore, refusant de croire à l'évidence. Malgré tout ce que Sarah avait fait, tous ses mensonges, sa tromperie, sa trahison, j'avais du mal à croire qu'elle était capable de meurtre. Mais elle en était capable. Les paroles de cet homme la maudissaient. Nous avions, une relation professionnelle. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je lui dois 20 000 $. La moitié en avance, l'autre à la fin. 20 000 $ à 2 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à commettre un meurtre?
Je peux comprendre qu'un parent le fasse pour protéger son conjoint ou son enfant, mais ôter la vie à un autre être humain sans raison? Quel genre de personne est capable de cela? Sarah connaissait Arthur Kindred depuis plus d'une décennie, et selon toutes les apparences, il était généreux envers elle. Alors pourquoi souhaiter sa mort? La seule conclusion que je pouvais tirer des paroles de Gene Kindred était que c'était la deuxième fois que Sarah tentait de mettre fin à leur relation, et Arthur n'allait clairement pas partir tranquillement. Sarah voulait partir et Arthur ne voulait pas la laisser partir. Est-ce que cela justifie qu'elle organise une tentative d'assassinat contre lui? Non, à mon avis, non. Il ne semblait pas représenter une menace physique pour moi ou les enfants, seulement pour Sarah, qui gardait son secret. Elle a détruit l'homme pour éviter de révéler la vérité. C'était vraiment horrifiant. Était-elle capable de me traiter avec la même froide logique implacable? La nuit s'est écoulée sans sommeil. Le lendemain matin, j'ai emmené les enfants à l'école et Cindy chez Carrie. Je n'ai rien dit à Carrie sur ce qui s'était passé. Il y aurait largement le temps pour cela plus tard. En utilisant l'argent de la pièce secrète, j'ai préparé une enveloppe pour le tueur à gages. La situation était ironique à bien des égards. Arthur Kindred avait essentiellement payé pour son propre meurtre en payant le prix ultime pour l'enlèvement de Sarah. Et Sarah? Elle était enfermée dans un bordel à ce moment-là car le tueur à gages qu'elle avait engagé avait tué Arthur alors qu'il s'apprêtait à la libérer. Elle était responsable de sa propre détention, pas moi. Pas Arthur. C'était sa faute à elle. À 2 heures précises, la sonnette retentit. « Bonjour, Mike. » Sachant quel était l'objectif de cet homme à ma porte et quel était son métier, son amabilité excessive devint menaçante. L'enveloppe était dans ma main, mais je ne la lui remis pas immédiatement. Le cœur battant, j'ai posé la question qui m'avait tenu éveillé toute la nuit. Comment savoir que, une fois que je vous aurai payé ce que Sarah doit, vous ne reviendrez pas pour plus? Son sourire factice laissa place à la surprise puis au ressentiment. Je suis un professionnel, Mike. Sarah et moi avions un arrangement commercial, et une fois que vous aurez remis cette enveloppe, notre affaire l'un avec l'autre sera finalisée. J'ai acquiescé et lui ai remis l'argent, priant pour ne pas me tromper. Après tout, à quel point les paroles d'un homme vivant en dehors de la loi sont-elles fiables? Je les regardais s'éloigner. Peut-être que c'était juste moi, ou peut-être que je savais ce qu'il faisait pour vivre, mais tout en lui rayonnait le danger. Ces paroles de la nuit étaient si profondes, les paroles de la nuit précédente résonnaient. Oh, et Mike. Des types sympas. De vrais cœurs tendres. Je les ai vérifiés avant de te réveiller pour une petite discussion. Quelque chose me disait que pour le bon prix, il détruirait n'importe qui. Et Sarah l'avait introduit dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Nos 12 enfants innocents. Cette connaissance rendait toutes ces autres transgressions semblables à une goutte d'eau dans l'océan. Aussi horrible que les années de mensonges aient pu être, aussi douloureuse que la connaissance de sa trahison était, elle pâlissait en comparaison du fait qu'elle avait mis en danger le bien-être, la vie même de nos enfants. C'était impardonnable. En cet instant, j'ai réalisé que la décision avait été prise pour moi. Une de mes responsabilités les plus importantes en tant que père était de protéger mes enfants. L'horreur résidait dans le fait que je devais les protéger de leur propre mère. Sarah avait commis un crime pour lequel, si elle avait été attrapée et jugée par un jury de ses pairs, elle aurait écopé d'une peine de prison à vie. Par pur hasard, elle s'était retrouvée dans un bordel mexicain où elle aurait probablement passé autant de temps. Le karma l'avait définitivement rattrapée. Reprenant mon souffle, je me suis ramené au présent et ai pris une gorgée de Porto. J'aimais énormément mes enfants et ferais tout pour les protéger. Cela signifiait que j'aurais besoin de temps pour accepter pleinement la décision de laisser Sarah au Mexique. C'était le prix à payer pour ce que je devais faire en tant que père. Épilogue. Jean Kindred Jean ne pouvait manquer l'enquête sur le meurtre de son mari. La police était méticuleuse, pour le moins. Bien qu'elle fût innocente et qu'aucune accusation n'ait été portée contre elle, assez de boue avait été jeté sur elle pour que ses anciens amis l'aient ostracisée et exclue de la communauté pour laquelle elle avait tant sacrifié. Jean ne s'est jamais remarié. Sans enfants, petits-enfants ou vrais amis, elle n'a pas pu profiter de sa richesse extraordinaire et est morte seule.
Elle a tenu sa promesse et n'a jamais mentionné Mike à la police. Apparemment, elle craignait plus la notoriété qu'une enquête policière. Après 2 ans d'enquête, la police a conclu qu'Arthur Kindred avait été assassiné par le cartel mexicain Cortez pour avoir ouvert un refuge pour les femmes battues et les mères enceintes où de nombreuses épouses de membres de rang inférieur du cartel s'étaient réfugiées. Mike Shaw a vendu la maison qu'il partageait avec Sarah. Le couple qui l'a acheté était ravi de découvrir une pièce secrète. Mike a fait de son mieux pour leur montrer le mécanisme d'ouverture. Mike a acheté une nouvelle maison plus proche de sa sœur Carrie, avec un garage détaché pour 4 voitures et un appartement au-dessus qu'il a transformé en son entreprise de design graphique. En utilisant une partie des 1,6 million provenant des revenus secrets de Sarah, il a pu trouver le temps de développer son entreprise à partir de zéro et d'embaucher une gouvernante à plein temps pour James, Jenny et Cindy. Avec le temps, Madame Knowles est devenue une sorte de grand-mère pour les enfants. 5 ans après la disparition de Sarah, il a rencontré Diane, une jeune mère célibataire. Leur relation n'a pas commencé immédiatement car ils avaient chacun beaucoup de bagages, mais grâce à leur persévérance, ils ont finalement trouvé l'amour, la paix et le bonheur durable ensemble. Ironiquement, Mike s'est retrouvé avec 4 enfants. Le fils de Diane, Ryan, qui était 1 an plus jeune que le fils de Mike, Jamie, est tombé amoureux de Cindy lorsqu'il est revenu de l'université et l'a trouvée devenue une jeune femme. Mais c'est une autre histoire. Et les tests ADN ont prouvé que Mike est le père biologique de ses 3 enfants. H.M. Hitman. Fidèle à sa parole, H.M. s'est révélé être un professionnel et n'a jamais embêté Mike et sa famille à nouveau. Lors d'une de ses visites au Mexique, il est tombé sur un visage familier. Sarah Shaw. Il a fallu un certain temps, mais Sarah s'est finalement habituée au climat mexicain. Au moment de sa retraite à l'âge de 50 ans, elle avait gagné 23 millions de pesos mexicains pour ses employeurs, ce qui, au taux de change de l'époque, équivalait assez curieusement à 1,6 million de dollars australiens. Sarah avait depuis longtemps oublié sa véritable identité au moment de sa retraite.